IDEAP, 40 ans, au cœur de l'action publique, am Puls des öffentlichen Sektors, nel centro dell'azione pubblica, at the art of public service. Madame la conseillère d'État, Messieurs les conseillers nationaux, Madame la conseillère aux États, Monsieur le vice-chancelier de la Confédération, Monsieur le chancelier de l'État de Vaud, Mesdames et Messieurs les présidents, syndics et membres des exécutifs cantonaux et communaux, Monsieur le recteur de l'Université de Lausanne, Monsieur le doyen de la faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique, Madame la directrice générale, Mesdames et Messieurs les partenaires et amis de l'IDEAP en vos titres et fonctions, chers membres de l'Association des diplômés et des diplômés de l'IDEAP, chers collègues d'ici et d'ailleurs, de Suisse et d'étrangers, bienvenue. Bienvenue et merci d'honorer notre institut de votre présence ce soir. Votre présence ce soir, la diversité géographique, la diversité institutionnelle aussi qui s'en dégage, montre que l'action publique est parmi nous. Être au cœur de l'action publique. C'était la volonté des personnes qui ont créé l'IDEAP il y a 40 ans, en 1981. En fait, l'histoire de l'IDEAP commence bien plus tôt, 25 ans plus tôt, en 1956, lorsque Enrico Bignami, alors administrateur délégué de Nestlé, crée une école pour les cadres de son entreprise, l'IMED, qui deviendra ensuite l'IMD. Germe dans la foulée chez Enrico Bignami l'idée de créer le pendant pour l'administration publique. Il concrétise cette vision en finançant une fondation, la Fondation pour un institut de hautes études en administration publique. L'IDEAP était né, soutenu par l'Université de Lausanne, par l'EPFL, par des autorités fédérales, cantonales et locales bienveillantes, 40 ans et un triple défi. D'abord, le pari de la formation d'adultes et de la formation continue certifiant, ce que l'on a appelé maintenant le lifelong learning. Ensuite, le pari de fonctionner comme un pont entre la science et la pratique, le pari d'enrichir la science administrative avec l'expérience du terrain pratique. Finalement, le pari de contribuer à une approche interdisciplinaire de la science administrative. 1982, 5 octobre, début des cours. 1987, reconnaissance par la Confédération. 1994, formalisation du Master of Public Administration, du MPA, sous forme d'un titre certifiant, et lancement des séminaires pour spécialistes et cadres, les SSC. 1998, premier doctorat en administration publique, EDEAP, Université de Lausanne, premier doctorat en administration publique en Suisse, devrais-je dire aussi. 2004, lancement du certificat exécutif en management et action publique, le CEMAP. 2005, accréditation du MPA par l'Association européenne d'accréditation en matière d'administration publique, le APA, accréditation qui vient de nous être renouvelée, et la même année, accréditation de l'IDEAP, cette fois dans son ensemble, par la conférence universitaire suisse sur les conseils de son organe d'assurance qualité, l'OAQ. 2006, ouverture des cours du Master en politique et management public, le Master PMP, en collaboration avec nos collègues du Kompetenzzentrum für Public Management de l'Université de Berne et nos collègues de l'Université de la Suisse italienne. 2008, lancement de la FORDIF, le programme de formation certifiant en direction d'institutions de formation en collaboration avec l'Université de Genève, la Haute École fédérale en formation professionnelle et la Haute École pédagogique Vaud, formation accréditée au niveau national. 2010, inauguration du bâtiment Moulin 26
dans lequel nous nous trouvons ce soir. Nous pourrions ajouter d'autres événements. Il y en a eu d'autres au cours de ces 40 années, des événements marquants, des événements un peu plus anodins, mais qui créent la vie dans un institut comme le nôtre. Mais la place et le temps me manquent. Cependant, une pierre blanche, ou plutôt bleue, doit absolument être ajoutée. 2014, l'IDEAP intègre l'Université de Lausanne et sa faculté de droit et des sciences criminelles, qui ajoute ainsi à son arc une troisième corde et devient pour le coup la faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique. C'est pourquoi j'ai le plaisir maintenant d'accueillir et de donner la parole à notre doyen et collègue, le professeur Vincent Martenay, à qui je cède la parole pour un mot d'accueil. Vincent, la parole est à toi. Merci Niels, Madame la conseillère d'État, Messieurs les conseillers nationaux, Madame la conseillère aux États, Monsieur le vice-chancelier de la Confédération, Monsieur le chancelier de l'État de Vaud, Mesdames et Messieurs les présidents, syndics et membres des exécutifs communaux, Monsieur le recteur de l'Université de Lausanne, Madame la directrice générale, Mesdames et Messieurs les partenaires et amis de l'IDEAP en vos titres et fonctions, chers membres de l'Association des diplômés de l'IDEAP, chers collègues d'ici et d'ailleurs, de Suisse et de l'étranger. C'est un grand plaisir et un grand honneur pour moi d'être parmi vous. Je tiens tout d'abord, bien sûr, à féliciter l'IDEAP et tous nos collègues pour ce beau jubilé. Nous sommes vraiment enchantés de cette année 2014, quand l'IDEAP a rejoint notre faculté. Nous sommes désormais une faculté de droit des sciences criminelles et d'administration publique, ce qui est unique en Suisse, voire en Europe. Je pense que c'est une chance inouïe que nous avons d'avoir dans une même faculté des compétences à la fois diverses, mais aussi complémentaires. L'interdisciplinarité, ce n'est pas un artifice, c'est une réalité que nous voulons renforcer de plus en plus, à l'UNIL bien sûr, mais aussi au sein de la FDCA, au sein de notre faculté. Donc une structure unique de cette faculté, l'IDEAP elle-même, et j'ai envie de dire, est aussi unique, puisqu'elle est la plus importante structure universitaire et interdisciplinaire de formation, de recherche et d'expertise, dédiée intégralement et exclusivement au secteur public et parapublic, au cœur donc de l'action publique. Selon André Siegfried, professeur au Collège de France, membre de l'Académie française dès la fin de la Seconde Guerre mondiale et premier président de la Fondation nationale des sciences politiques, l'administration est affaire de technique, le gouvernement est affaire de personnalité. Alors j'aimerais tout de suite dire que je m'inscris en faux contre cette maxime. Je précise, je m'inscris au faux contre la première partie de cette maxime, pas contre la deuxième, compte tenu de cette belle assemblée, notamment de son premier rang. Et j'aimerais dire que l'administration est aussi affaire de personnalité. C'est ma conviction la plus forte, et non pas seulement d'expertise. Et je pense que l'administration signifie aussi esprit d'initiative, capacité à traverser des situations très délicates, capacité à innover, capacité à défendre des valeurs et des convictions. L'IDEAP se place clairement dans cette perspective, en conjuguant expressément recherche, enseignement et expertise, permettant non seulement véritablement pour le secteur public de prendre pleinement son essor, mais aussi plus largement pour la société. Je crois fondamentalement qu'il y a une contribution à la société en ses murs. Cela distingue sans doute l'IDEAP de l'ENA. Alors, je le dis tout de suite, toute analogie est malvenue, spécialement au moment où l'ENA vit ces dernières semaines, puisque, comme vous le savez, l'Institut national de service public la remplacera le 1er janvier 2022. Je pense que l'avenir de l'IDEAP est, quant à lui, radieux. Le secteur public a un besoin de connaissances, de compétences et de solutions innovantes dans cette optique. L'IDEAP dit un peu modestement
qu'elle est au cœur de l'action publique. Elle est aussi au cœur des enjeux sociétaux, et ce faisant au cœur de la société. Je lui souhaite un très bel anniversaire et je vous remercie de votre attention. Merci, mon cher Vincent, pour ces mots d'encouragement et puis ce message cordial que tu viens de nous adresser. Je monte d'un cran dans la hiérarchie universitaire. Les recteurs successifs de l'université ont toujours soutenu l'IDEAP, à commencer par le professeur Claude Bridel, recteur au moment de la création de notre institut. Le professeur Dominique Arletta, qui est parmi nous ce soir et que je salue cordialement, sera par la suite l'architecte de l'intégration de l'IDEAP dans l'Université de Lausanne. Notre institut se réjouit, avec ses compétences, avec sa dimension aussi, il faudra savoir rester modeste dans une université de Lausanne aussi importante que ce qu'elle est, se réjouit de pouvoir contribuer au futur de notre alma mater, sous la houlette de son recteur actuel, j'allais dire presque nouveau recteur et actuel recteur, le professeur Frédéric Herman. Monsieur le recteur, est-ce que je peux vous laisser la parole ? Madame la conseillère d'État, Messieurs les conseillers nationaux, Madame la conseillère aux États, Monsieur le vice-chancelier de la Confédération, Monsieur le chancelier de l'État de Vaud, Mesdames et Messieurs les présidents, syndics et membres des exécutifs cantonaux et communaux, Monsieur le doyen de la faculté, Madame la directrice générale, Mesdames, Messieurs les partenaires et amis de l'IDEAP en vos titres et fonctions, chers membres de l'Association des diplômés de l'IDEAP, chers collègues d'ici et d'ailleurs, de Suisse, de Belgique et de l'étranger, ça me fait bien entendu plaisir de dire quelques mots pour un 40e anniversaire. Évidemment, 40 ans, c'est un moment de la vie où on se pose des questions. Certains ont mal au dos. Moi, je vous dis que la quarantaine, ça va très bien. Mais l'IDEAP peut tricher sur son âge. On l'a entendu plus tôt, elle a déjà triché une fois. Maintenant, dans l'histoire que j'aimerais dire, c'est que même si l'histoire avec l'Université de Lausanne est très longue, l'IDEAP a rejoint dans la structure de l'université la faculté du doyen qu'on a entendu avant de droit, de sciences criminelles et d'administration il y a maintenant 7 ans. Alors, j'ai appris du recteur Dominique Arletta que l'UNIL, en fait, voulait l'IDEAP depuis bien plus longtemps. Elle lui a fait une proposition, mais l'IDEAP voulait bénéficier, garder son autonomie et sa liberté d'action. Je comprends tout ça, mais il s'avère que le secrétaire d'État a révisé les subventions et soudainement, un mariage arrangé a pu avoir lieu. Alors, ceci a été accueilli avec énormément d'enthousiasme du côté de l'Université de Lausanne, et il s'avère que 3 facultés, soudainement, voulaient absolument accueillir l'IDEAP. Il s'avère qu'il y avait même des instituts qui étaient critiques envers l'IDEAP, qui finalement trouvaient que c'était une excellente idée et que ça devait rejoindre leur faculté. L'histoire nous montre maintenant, déjà en 7 ans, que le choix était le bon. Il était excellent pour l'Université de Lausanne. L'IDEAP possède un solide ancrage disciplinaire avec le droit, les sciences politiques, l'économie, le management, les politiques publiques. Elle défend aussi une recherche de qualité tout en étant ancrée dans la réalité et dans l'expertise. Alors tout ça s'organise avec une subtile combinaison avec 1/3 de formation, 1/3 de recherche, 1/3 de mandat et expertise. Oups. Pardon, ce n'est pas ma mère. Pardon.
Donc je vais parler de la réalité. Pour me reprendre, mais la preuve est quand même que les collaboratrices et que de nombreuses collaboratrices et collaborateurs de l'IDEAP sont actifs aussi bien au sein de l'IDEAP que dans des structures centrales de l'État, comme le contrôle parlementaire de l'administration ou encore l'administration l'administration fédérale des finances, et puis je pourrais donner d'autres exemples. Il y a aussi une volonté d'incarner une forte interdisciplinarité, ça a déjà été souligné. Je vais prendre un exemple, la création du pôle facultaire environnement et climat, qui s'inscrit dans des politiques plus larges de l'université, comme le centre E4S, Enterprise for Society, Climate, le centre en durabilité, ou encore le centre de recherche sur la montagne. Il y a aussi, et c'est important pour l'université, une ouverture au niveau national, avec le master qui a été mentionné en politique et management public, qui est ouvert vers la Suisse allemande et la Suisse italienne. J'aimerais souligner son succès, car 50% des personnes formées sont dans des positions dirigeantes, ce qui montre une très grande crédibilité et très bonne réputation du master. Nous nous réjouissons aussi des formations continues qui sont offertes, qui démontrent leur succès. Plus de ça, nous nous réjouissons de voir que l'IDEAP est tourné vers l'Europe. C'est évidemment extrêmement important dans l'époque que nous traversons. Il y a le Master of Advanced Studies en administration publique qui est accrédité par les instances européennes. Et puis, je peux peut-être citer le mandat avec l'UEFA, qui, moi-même étant intéressé par le football, j'ouvre quand même un intérêt vers l'Europe. Alors pour terminer, pour parler de la relation entre l'IDEAP et la direction, j'aimerais dire 3 choses. Le premier, c'est que je lisais cette semaine Nils Sogel dire la devise de l'IDEAP, et qu'il a rappelé ce soir, au cœur de l'action publique. Mais je pense comme lui que ces côtés interdisciplinaires, cette volonté d'allier recherche, enseignement et pratique fait parfaitement écho à la devise de l'université qui est le savoir vivant. Deuxième point par lequel j'aimerais terminer, c'est que j'aimerais féliciter l'IDEAP pour avoir choisi la photographie pour créer une interface entre l'IDEAP et la société. Je pense qu'évidemment, allié à l'art, c'est peut-être la meilleure façon d'être ouvert vers la société. Et puis dernièrement, j'aimerais vous souhaiter une très belle soirée. Je suis certain qu'elle sera très belle. Il y a des invités extrêmement intéressants, même du plat pays qui est parfois encore le mien. Bonne soirée. Merci, monsieur le recteur. J'ai osé dire nouveau recteur, mais malgré que vous soyez nouveau, vous connaissez déjà bien la petite histoire de l'IDEAP. Donc, merci pour vos mots sympathiques. J'aurai l'occasion de revenir en fin de cérémonie sur effectivement l'exposition qui a été mise sur pied par notre institut pour célébrer son 40e anniversaire. J'ai mentionné la bienveillance dont ont fait preuve les autorités fédérales notamment, pour permettre à l'IDEAP de se développer. La présence parmi nous ce soir de monsieur le vice-chancelier de la Confédération, monsieur Simonazzi, montre à quel point cette proximité continue à exister, qu'elle est vivante. Et j'ai le plaisir de vous céder la parole, monsieur le vice-chancelier, maintenant, pour nous apporter le message des autorités fédérales. Merci d'être venu. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Bonsoir. Moi aussi, je vais commencer par les salutations officielles que vous avez eu la bienveillance de me distribuer juste avant l'entrée dans cette salle. Tout d'abord parce que même dans un pays où les questions de protocole ne sont pas forcément toujours bien fixées, c'est une question de politesse. Mais aussi, je ne voudrais pas manquer l'occasion d'allonger de moitié la longueur de mon intervention. Et puis, il y a quelques passages qui m'ont paru assez intéressants dans ces salutations. Madame la conseillère d'État, messieurs les conseillers nationaux, madame la conseillère aux États, monsieur le chancelier de l'État de Vaud, mesdames et messieurs les présidents, syndics et membres des exécutifs cantonaux et communaux, monsieur le recteur de l'Université de Lausanne,
Monsieur le doyen de la faculté, Madame la directrice générale, Mesdames et Messieurs les partenaires et amis de l'IDEAP en vos titres et fonctions, chers membres de l'association des diplômés de l'IDEAP, et ici une dernière phrase que j'ai beaucoup aimée, chers collègues d'ici et d'ailleurs. Je ne sais pas ce que vous entendez par d'ailleurs, moi j'ai pensé à Jeff Bezos un peu, mais en tout cas de Suisse, de l'étranger, apparemment, c'est l'internationalité qui est ici mentionnée. C'est un honneur pour moi de vous apporter les vœux de la Confédération lors de cette cérémonie du 40e anniversaire de votre institut. C'est un honneur à plusieurs titres. Tout d'abord comme représentant de l'administration, dont il est, semble-t-il, parfois question dans ces murs. C'est un honneur aussi parce que c'est la première fois que j'ai le plaisir de célébrer un institut plus jeune que moi. Il y a un stade où il faut vraiment chercher de la consolation quelque part. Enfin, c'est aussi une très bonne occasion de constater si les subventions octroyées par la Confédération, notamment pour la construction des bâtiments, ont été judicieusement investies. Ça, c'est un mandat du Contrôle fédéral des finances quand il a su que je serais ici ce soir. En effet, l'administration actuelle ne recule devant rien pour améliorer son efficacité. La preuve, je me permets de vous lire ici une citation d'un institut universitaire de renommée. Il donne la définition suivante de l'administration suisse. L'administration suisse, combinant les exigences de l'état de droit avec une certaine ouverture aussi bien vers le secteur privé que vers les citoyens, est parmi les plus performantes. Cette clairvoyance dans la définition ne pouvait provenir que d'un institut, l'IDEAP lui-même. C'est sur votre site internet. C'est d'ailleurs après avoir lu cette définition que le Conseil fédéral m'a chargé de vous adresser ses plus chaleureuses félicitations. J'ai préféré éviter de signaler à notre gouvernement que l'administration publique côtoyait les sciences criminelles au sein de la faculté de droit pour éviter toute conclusion hâtive de nos 7 sages. Il faut bien reconnaître cependant que si l'administration publique elle-même est persuadée que l'idée a pas raison, l'image de la fonction publique n'est pas toujours à la hauteur des espérances. Alors que le statut de fonctionnaire n'existe plus depuis 2002, bientôt 20 ans, un anniversaire peut-être à fêter l'année prochaine, il faut bien constater que le terme est toujours utilisé, notamment dans les médias, et la plupart du temps avec une connotation négative. Le terme se retrouve même dans la langue, et spécialement en suisse alémanique. Ça, je fais quelque chose pour M. Ladner, qui a fait le lien entre moi et l'IDEAP. En Suisse alémanique, on dit « Beamte », ou les fonctionnaires. Si vous voulez railler l'administration, mettez simplement « Beamte » dans un titre, et ça veut déjà tout dire pour eux. Par exemple, « Beamte machen Unternehmer platt », qui pourrait se traduire par « Les fonctionnaires écrasent ou ruinent un entrepreneur ». C'était un titre d'un hebdomadaire suisse alémanique bienveillant le 20 octobre dernier. Un exemple parmi tant d'autres. Il est si commode d'utiliser la comparaison avec les fonctionnaires que même dans le sport, on a inventé, outre Sarine, le terme de « Beamtenfußball » ou « football de fonctionnaires ». Un dictionnaire en donne la définition suivante. Un match de football fatigué et ondulant dans lequel les joueurs impliqués ne font que ce qui est absolument nécessaire pour le jeu. Le terme en dit probablement plus sur l'image de l'administration que l'on véhicule que sur le jeu lui-même. Il m'arrive régulièrement dans ma fonction de rappeler aux médias qu'on parle aujourd'hui d'administration publique et d'employés de l'administration, mais les clichés ont la vie dure. Pourtant, lors des discussions concernant la réforme de l'administration en 1999, le conseiller fédéral Caspar Villiger lui-même rappelait déjà devant le Parlement que la fonction publique devait s'adapter aux évolutions de la société et des technologies. La pandémie que nous traversons depuis le début de l'année 2020 jette une lumière vive sur ces évolutions et le rôle de l'administration. Pendant presque 6 mois, jusqu'en juin 2020, le gouvernement et l'administration fédérale ont dû gérer la crise presque seuls, avec l'aide des cantons et des administrations cantonales. Par la suite, il a fallu constamment réévaluer les procédures et méthodes pour intégrer tous les acteurs de la gestion de crise. Rapidité, adaptabilité, réactivité et une énorme charge de travail ont été au centre de l'action. La population a peut-être aussi redécouvert les visages de l'administration fédérale et constaté son utilité. Il a fallu passer parfois par des méthodes peu conventionnelles dans les consultations, avoir recours aux droits d'urgence, développer des projets informatiques innovants en quelques semaines, quelques mois, communiquer énormément. Tout n'a pas été parfait, bien entendu, mais les administrations ont répondu présentes. Et elles ont pu s'appuyer sur des connaissances
et instruments qui ont été patiemment développés au cours des années et décennies précédentes. L'échange avec la communauté scientifique a trouvé un nouveau souffle. Tout cela ne serait pas possible sans une réflexion constante sur les politiques publiques et méthodes de gestion de la chose publique. C'est ce que fait l'Institut de hautes études en administration publique, notre grande école universitaire en la matière, depuis 40 ans. La Confédération ne s'y est pas trompée puisqu'elle a soutenu depuis longtemps l'Institut en l'accréditant et en participant à son financement. L'IDEAP a lui aussi évolué et intégré depuis quelques années l'Université de Lausanne. La collaboration matérielle avec la Confédération ne s'est pas arrêtée pour autant. Des employés de l'administration profitent des formations offertes par l'Institut et l'Institut peut compter sur les employés de la Confédération pour que les étudiants bénéficient d'une ouverture sur le fonctionnement de l'administration d'aujourd'hui, avec, nous l'espérons, l'envie un jour d'intégrer ses rangs. Le pouvoir politique conduit les administrations fédérales ou cantonales, mais celles-ci doivent être capables de répondre présentes en cas de crise et tout au long de l'année. La chose publique a l'ambition de régler notre vivre ensemble, tant à l'intérieur de nos frontières qu'en relation avec les autres pays. C'est la tâche la plus difficile qui soit, car elle demande plus que de l'interdisciplinarité, mais de l'universalité. Universalité. Les administrations devront donc toujours être plus performantes, s'appuyer sur les meilleures collaboratrices et collaborateurs possibles, constamment être à la pointe des technologies et innovations. Elles ont besoin de l'accompagnement d'institutions telles que l'IDEAP pour le faire. La définition donnée par l'IDEAP de l'administration suisse que je vous ai lue au début de mon intervention reste un objectif permanent pour tous les membres et employés de l'administration fédérale et des administrations cantonales, j'imagine. J'espère que le Conseil fédéral pourra me déléguer à nouveau dans 10 ans pour fêter cette fois le 50e anniversaire de l'Institut. Je suis sûr alors que la définition aura changé et que vous ne direz plus que l'administration suisse est parmi les plus performantes, mais qu'elle est la plus performante. En ce sens, il ne s'agit plus de notre objectif uniquement, à nous, à l'administration, mais de votre objectif en tant qu'institution, sûrement en tout cas pour les 10 prochaines années. Merci de votre attention et très bon anniversaire. Merci, monsieur le vice-chancelier, pour ces propos rafraîchissants. Et on a pris date pour dans 10 ans. Louis Aragon a écrit, Jean Ferrat a ensuite chanté « Que serais-je sans toi qui vint à ma rencontre ?» Je ne vous le chante pas parce que j'ai une voix de fausset. Mais l'IDEAP peut en dire autant. Il peut en dire autant des différents cantons, qu'ils soient alémaniques ou romans. C'est des cantons qui sont venus à notre rencontre. Il peut en particulier en dire autant à l'État de Vaud. Que serais-je sans toi qui vint à ma rencontre? Madame la conseillère fédérale, Madame la conseillère d'État, pardon. Madame la conseillère d'État, Madame Amarel, nous vous remercions d'être venue ce soir, une fois encore, à notre rencontre. Puis-je ainsi vous donner la parole pour vous rencontrer ici sur le podium? Je vous en prie. J'ai aussi reçu la petite liste, mais je vais vous dire, mesdames et messieurs, en vos titres et très nombreuses qualités d'ici ou d'ailleurs, chers invités d'ici ou d'ailleurs, j'aimerais vous dire que quand l'IDEAP a été créée il y a de cela 40 ans, cette belle institution était déjà une œuvre pionnière. Aujourd'hui, la discipline académique de l'administration publique constitue à l'évidence la base pour la gestion étatique saine et porteuse d'avenir. Elle permet de développer des politiques publiques dont le déploiement et la mise en œuvre tiennent compte des principes d'efficience, d'efficacité et d'économicité, et ces politiques publiques s'organisent de façon à produire des résultats tangibles. Toutefois, il y a 40 ans, ces évidences ne constituaient que des balbutiements. Avec la création de l'IDEAP, une impulsion déterminante a alors été donnée. Clin d'œil de l'histoire, cela a été dit par M. Sogel, cette impulsion a été donnée par un grand patron issu de l'entrepreneuriat privé, Enrico Bignami, qui était alors administrateur délégué de Nestlé à Vevey. C'est d'ailleurs lui aussi, toujours dans le canton de Vaud, qui avait aussi contribué au lancement d'une autre école, une école qui visait à former les cadres du secteur privé, cette fois, que l'on connaît maintenant sous le nom de l'IMD.
Dans le même temps, cette institutionnalisation des hautes études en administration publique à la fin du siècle passé se fait l'écho de son lointain ancêtre, né au XIXe siècle, en même temps que naissent les États modernes. Je pense ici à l'émergence de ce qu'on a d'abord appelé en allemand les Staatswissenschaften, soit les sciences étatiques ou les sciences de l'État. Et ces Staatswissenschaften regroupaient alors ce qui allait bientôt devenir les études de droit, de sociologie, d'économie et un peu plus tard encore de management. Sciences de l'État ou sciences étatiques, dans cette question qui est apparemment sémantique, on trouve toute l'ambiguïté qui accompagne l'histoire aussi de l'IDEAP. Pendant longtemps, les branches académiques que je viens de citer ont longtemps eu ce type de questionnement. Est-ce qu'il s'agissait d'enjoliver l'action de l'État par un vernis pseudo-scientifique en instrumentalisant la science à des fins de propagande? Et dans ce cas, on était face aux sciences étatiques soumises au pouvoir du prince ou d'un État à caractère plutôt autoritaire. Ou alors est-ce que ces sciences-là avaient pour vocation de générer un véritable regard critique sur les fondements de l'organisation de l'État et de son action, tout en fournissant, notamment aux futurs hauts commis de l'État, des clés de lecture solides basées sur la recherche. Dans ce deuxième cas, il s'agissait donc des sciences de l'État, comme nous les connaissons aujourd'hui. Alors que nous célébrons le 40e anniversaire de l'IDEAP, le débat est donc tranché, et il l'a été bien avant l'intégration de l'Institut au sein de l'Université de Lausanne, intégration qui lui a permis de confirmer définitivement un statut académique propre et sans ambiguïté aucune en termes de lien avec les pouvoirs publics. Et c'est d'ailleurs ce que l'État de Vaud et les grandes institutions publiques du savoir académique, en l'occurrence l'Université de Lausanne et l'École polytechnique fédérale de Lausanne, ont mis au centre de leur soutien financier et institutionnel depuis sa naissance. L'Institut a toujours reposé sur des activités en 3 piliers distincts, mais qui se complètent et fondent son identité si particulière. L'IDEAP est une école, bien sûr, une école pour de futurs cadres et hauts cadres de l'administration publique et parapublique. C'est un lieu où l'on se forme, un lieu depuis lequel on entretient ses compétences et ses connaissances et où on les met à jour régulièrement. Mais l'IDEAP est aussi une structure qui propose son expertise et un panel de services à des clients particuliers que sont les cantons, les communes, la Confédération et de nombreuses structures publiques et parapubliques. Il s'agit en ce sens d'une sorte de bureau d'ingénieurs hautement qualifiés, des experts en ingénierie sociale et politique capables de proposer des stratégies et des solutions aux problèmes et aux questions que lui posent les mandants qui assument des responsabilités de conduite dans notre démocratie. Un des aspects forts que j'ai mentionné, c'est le fait d'interroger en permanence l'action étatique et les politiques publiques sous l'angle de la bonne gestion, du management efficace. Et en ce sens, une chose est certaine, c'est qu'il ne faut avoir aucune réticence, et ça l'IDEAP nous l'a appris, même à la socialiste que je suis, à s'inspirer de pratiques issues de l'économie privée, pour autant que celles-ci permettent d'améliorer la qualité et le rapport coût-bénéfice des prestations étatiques. Je pense ici par exemple à l'organisation en processus et au learn management issu de l'industrie automobile, le travail en équipe flexible autour de projets innovants dont nous héritons notamment du monde des startups, ou encore le principe de l'évaluation de l'action publique et de ses liens avec l'audit privé. Et puis enfin, l'IDEAP est un lieu de savoir et de recherche, une recherche proche du terrain qui tend à développer un lien fort entre sciences et pratiques, et de nombreux cadres des administrations cantonales, pas seulement vaudoises évidemment, sont venus se former à l'IDEAP. Alors au-delà de la réputation que s'est construite l'Institut au cours de ses 40 ans d'existence, l'accréditation du fameux MPA au niveau européen est un gage de la qualité de son programme de formation phare. Le fait que cette accréditation vienne de lui être renouvelée au terme d'une procédure que je sais très drastique constitue un très joli cadeau d'anniversaire. Et cet ADN si particulier est certainement ce qui explique que l'Institut est en Suisse la plus importante structure universitaire et pluridisciplinaire de formation, de recherche et d'expertise dédiée intégralement et exclusivement au secteur public et parapublic, et nous sommes fiers qu'il soit si à Lausanne. Mesdames et messieurs, l'IDEAP est donc une institution vivante qui est très chère au Conseil d'État vaudois et à l'ensemble des pouvoirs publics cantonaux. Ce rôle est appelé à gagner encore en importance face aux crises qui secouent notre monde, qu'elles soient sanitaires, climatiques ou plus classiquement économiques. L'IDEAP, tout comme l'ensemble de l'Université de Lausanne et des autres écoles d'ailleurs, gagnera probablement encore en importance par rapport à 2 enjeux et défis de fond face auxquels nous sommes confrontés.
Le premier défi est celui de l'État et de son rôle. Les mesures massives adoptées depuis mars 2020, suite à l'éclatement de la pandémie, ont pour un instant eu un effet presque anesthésiant sur le débat fondamental relatif à l'envergure, l'ampleur et l'organisation de l'État. Quel domaine régulier et de quelle manière? Quel contrôle exercer et par quels moyens? Quid du rapport entre l'État et les partenaires sociaux, ainsi que la société civile? Comment réformer les politiques publiques qui s'avéreraient être inefficaces? Voilà quelques questions par rapport auxquelles l'apport de l'IDEAP, aussi bien en termes d'expertise, de formation et de recherche, nous sera précieux et utile. Le canton de Vaud a connu ces 20 dernières années un développement assez fulgurant, avec pour axe structurel et structurant une forte croissance économique et démographique, couplée à une consolidation et une extension des politiques publiques modernes. Cette combinaison est un gage pour le futur, mais ces bases doivent sans cesse être interrogées sur leur bien-fondé, sur les ajustements à apporter, sur les développements à initier. Et puis le deuxième défi concerne l'individualisation croissante de notre société et son lot d'attitudes méfiantes envers l'État, censé incarner un frein à la liberté individuelle dans l'interprétation étroite que certains s'en font, y compris par les temps qui courent. Vous me voyez sûrement venir, il suffit de rappeler le débat émotionnel et peu rationnel autour de la vaccination en Suisse et en vue de la votation de la loi sur le Covid-19, c'est le 28 novembre prochain. Et comment maintenir la crédibilité et la puissance de l'action étatique qui vise à concrétiser des valeurs fortes de notre pays que sont l'égalité, l'intégration et un fonctionnement démocratique large? Quel mécanisme institutionnel et d'articulation entre l'État et la société civile faudrait-il peut-être prévoir pour prévenir une évolution qui verrait un communautarisme croissant s'emparer de plus en plus de notre pays? Voilà quelques interrogations auxquelles l'IDEAP, avec les autres branches de ce que furent jadis les Staatswissenschaften, entendues ici comme sciences de l'État, devra contribuer à trouver des réponses à l'avenir. Mesdames et messieurs, nous vivons une période très intense tant les défis sont inédits et importants. L'accélération des changements climatiques d'envergure et la crise pandémique ainsi que les inégalités sociales qu'ils génèrent et qu'ils menacent d'engendrer nous engagent. Jamais l'humanité n'a eu de tels défis à relever. Nous sommes sommés de réduire collectivement, drastiquement et rapidement notre bilan carbone. Pour que ces changements climatiques et énergétiques soient socialement supportables, il faut les inscrire en pratique sous l'égide de la justice et de l'équité. Politiquement, il importe donc, en parallèle, d'améliorer la vie des gens par des transformations d'envergure non polluantes, offrir des emplois intéressants et bien rémunérés, un système de santé efficace, des logements et des transports publics adéquats et à prix abordables, une nourriture, de l'eau et de l'air de bonne qualité. Ce changement de paradigme est couplé avec la crise sanitaire, et si celle-ci a provoqué un choc profond dans nos vies personnelles et professionnelles et que tous nous aspirons à un retour à la normale, l'histoire nous apprend que toutes les grandes pandémies ont contraint les sociétés à rompre avec le passé et à construire sur du nouveau. La crise sanitaire nous apprend aussi que nous sommes capables de nous transformer à une vitesse très rapide que personne n'aurait imaginé possible avant la crise. Alors, dans cette perspective, le rôle de l'État dans sa capacité à initier, à amorcer et à gérer des changements de fond est absolument crucial, et nos outils pour agir en cette période d'incertitude sont clairs. Nous avons plus que jamais besoin de nos connaissances. Et donc, c'est pour toutes ces raisons que l'État de Vaud a soutenu l'IDEAP dès sa création et qu'il continuera à le faire de plus belle depuis qu'il a été intégré à l'Université de Lausanne, tout en respectant bien évidemment aussi depuis le début son indépendance, en sollicitant son regard critique, en saluant les cadres étatiques compétents et engagés qu'il forme, et il le fera encore davantage ces prochaines années. Alors pour tout cela, Monsieur le Directeur, bel anniversaire et surtout belle et fructueuse continuation encore pour de très belles années pour votre institution. Merci beaucoup. Merci, Madame la conseillère d'État, pour ces mots d'encouragement, ces mots de reconnaissance et puis cet agenda de recherche costaud que vous avez transmis. Je suis content que la cérémonie soit enregistrée parce que mes collègues et moi pourrons nous la repasser pour prendre des notes. Voilà. En 40 ans, même si il y en a des plus âgés, en 40 ans, les visages ont changé
le visage de l'IDEAP a changé. Paradoxalement, il s'est rajeuni, ce visage. En particulier avec le lancement en 2006 du Master en Management et Politique publique, un nouveau public est arrivé, plus jeune, puisqu'il s'agit d'étudiantes et d'étudiants qui continuent leurs études après avoir obtenu un bachelor Bologne. En parallèle, l'identité visuelle de l'IDEAP s'est elle aussi rajeunie à plusieurs reprises. Et notre collègue Yves Emery a aimablement accepté de nous organiser une visite guidée à travers l'univers de l'identité visuelle de l'IDEAP et de ses logos. Il est l'un des mieux placés d'entre nous pour en parler, car compte tenu de son degré de seniorité, il les a tous connus et aussi tous utilisés une fois ou l'autre lorsque encore nous écrivions des lettres. Mon cher Yves, merci de nous offrir cette iconographie. Merci Nils. Voilà, mesdames et messieurs, en vos titres, qualités et fonctions que je n'aurai pas besoin de répéter. C'est déjà une bonne minute d'économiser, n'est-ce pas? C'est un peu étrange d'avoir choisi de parler des logos de l'IDEAP pour le 40e. Initialement, d'ailleurs, on m'avait demandé de parler de communication. C'est vrai que là, j'aurais été plus à l'aise. Communication verticale, horizontale, latérale, formelle, informelle, interne, externe, et je vous en passe des meilleurs. Il y aurait de quoi vraiment dire beaucoup de choses. Et puis imaginez, chaque prof, c'est à lui seul ou elle seule un univers communicationnel. Donc il y aurait vraiment eu beaucoup à dire. Mais là, mon directeur est venu vers moi. Principe de réalité. Yves Emery, Yves plus exactement, je te rappelle que tu n'as que 45 minutes pour ta présentation. Donc centre-toi sur l'essentiel. Okay. Je vais tenter effectivement de le faire. Mais il faut dire que le logo, c'est quand même une super occasion. C'est comme la carrosserie qui entoure le moteur de l'IDEAP. C'est l'habit de parade, c'est le flagship, comme on dirait en Berntuch. C'est une synthèse de la communication quelque part. Alors, je vous propose de voir tout de suite le premier de ces logos qui, effectivement, a paru en 1982 et qui a tenu quasiment 10 ans. Magnifique, magnifique, magnifique. Observez la subtilité des nuances de brun qui reflètent la noblesse de la mission de notre institut. D'ailleurs, pour les spécialistes, c'est RAL 378 422, qui a dû être créé spécialement parce que la couleur n'existait pas dans le dispositif pourtant extrêmement élaboré de cette classification. Et puis il y a aussi les fines rayures, n'est-ce pas, ces fines rayures qui traduisent le costume ou le tailleur rayé, qui n'est pas réservé effectivement à l'univers feutré de la banque, mais qui se retrouve aussi dans celui de l'administration publique. Cela dit, il y a quand même un certain flou qui n'est pas dû uniquement à la qualité graphique de la représentation que vous avez ici, puis quelque part c'est un flou qui reflète la constitution progressive de la discipline d'administration publique. D'ailleurs, public administration, l'administration publique n'est pas en soi une discipline, mais c'est plutôt un objet d'analyse qu'on essaye avec toutes sortes de disciplines de mieux comprendre. Et peut-être ce flou résulte des coudées que nous avons dû faire, notamment face aux grands frères de l'administration des affaires privées, Business Administration, et du MBA, qui est connu de tout le monde. Le MPA est un petit peu moins connu. Donc, pour effectivement commencer à nous positionner. Passons au deuxième essai. La clarté, la limpidité. Le blanc, c'est déjà une première plénitude de l'ère IDEAP. Je vous rappelle que le blanc, c'est la synthèse de toutes les couleurs et non pas l'absence de couleurs. Donc oui, c'est l'esprit IDEAP naissant, avec une notoriété qui commence à s'installer, avec aussi une vie après l'IDEAP. Vous voyez qu'il y a les traits ici. On passe par l'IDEAP et on ressort de l'IDEAP, mesdames et messieurs, avec, et c'était notre slogan pendant longtemps, l'idée que le diplôme constitue un tremplin de carrière. Nous traçons systématiquement l'évolution de carrière de nos diplômés et diplômés. Et effectivement, pour nombre de ces personnes, c'est un tremplin
de carrière. Donc c'est une bonne nouvelle, on ressort de l'IDEAP. Par contre, il y a une grande énigme que j'aurais pu placer dès le logo précédent, mais que je place maintenant. La signification, mesdames et messieurs, de ces 3 lignes ou de ces 3 barres. Et oui. Alors, toutes les bonnes choses ont par 3. Donc ça commence bien. Cela dit, est-ce ou sont-ce plus exactement les 3 niveaux du fédéralisme? Oui, on est en Suisse. Ou bien les 3 pouvoirs de tout État démocratique? Ou bien les 3 missions de l'IDEAP qui ont été rappelées tout à l'heure. Enseignement, recherche, mandat, conseil à la cité. Ou bien le triptyque de l'approche stratégique. Culture, structure, stratégie. Comme ça, les choses sont bien orchestrées. Ou encore le jackpot de la sagesse administrative. Légalité, proportionnalité, efficacité. C'est ce qu'on attend de toute action administrative digne de ce nom. Bien, effectivement, il y a un nombre croissant d'articles dans la littérature spécialisée, mesdames et messieurs, qui essayent d'éclaircir cette énigme. Et il y a un article qui vient de sortir, d'ailleurs, vous pouvez en voir ici le fait qu'il y a beaucoup d'interprétations controversées. Beaucoup d'interprétations controversées, effectivement, et merci Niels encore et mon collègue Lai qui a accepté de effectivement contribuer à cet article. Alors, l'énigme est ouverte, on aura le temps d'en discuter longuement encore pendant la soirée. Passons au suivant. Alors, le 3e essai est assez particulier, effectivement. Pour les philatélistes dans la salle, c'est ce qu'on appellerait un double molletage, c'est-à-dire quelque chose de très rare qu'on essaye de trouver quand on veut constituer une collection. D'ailleurs, si vous avez un document avec ce logo, mesdames et messieurs, sachez qu'il vaut très cher. Il se négocie chèrement au marché aux puces également. Donc, on repasse à cet élégant brun, mais avec un dégradé qui lui-même aussi est assez énigmatique et que le temps étant très limité, je m'abstiens de commenter. Par contre, on voit que les lignes s'allongent également. Donc, c'est comme pour dire que l'empreinte, le sillon quelque part de l'IDEAP dans la société, et en particulier le champ de la recherche en administration publique, a tendance à être marqué, tout comme la marque que l'on laisse auprès de nos étudiantes et étudiants une fois qu'ils ou elles sont diplômés. Non pas une marque de souffrance, encore qu'ici et là, il y a eu quelques opérations difficiles, mais d'une manière générale, c'est plutôt cet esprit dont on est fier, l'esprit IDEAP, qui est une manière qui a été dit par chacune des personnes qui m'ont précédé, une manière de voir les affaires publiques, de considérer l'action publique au cœur de la société et qui considère aussi la place de l'État non pas comme un reliquat minime à minimiser de la vie en société, mais comme un acteur important, parfois central, dans les problématiques publiques contemporaines. Passons au 4e logo. Alors là, effectivement, ce qui frappe, c'est ce cadre extrêmement marqué et qui correspond effectivement à l'avènement, aussi dans le champ de la recherche, du domaine de l'administration publique comme discipline consacrée. Et on retrouve évidemment cette couleur qui nous a accompagnés, mais aussi la mention expresse de la Fondation autonome associée à l'Université de Lausanne et à l'École polytechnique fédérale. Maintenant, un examen plus précis de ce logo, mesdames et messieurs, il faut mettre parfois les points sur les i. Et là, si vous avez en mémoire les logos précédents, le point sur le i était un rond. Maintenant, on a un carré. Savez-vous pourquoi ? D'ailleurs, c'est une suggestion qui nous a été faite par des consultants en communication chèrement payés. Passer du rond au carré, parfois on dit, ça a été dit tout à l'heure, que le monde de l'administration publique est un monde avec certains relents ubuesques et qu'en gardant le rond, on serait trop souvent soumis à la quadrature du cercle, en quelque sorte. Donc on passe au carré, comme ça on évite ce problème. Bon, peut-être qu'on arrive à la cerclure du carré. Ouais. Je vous le concède, ce n'est pas un super gag. Non.
ça, c'est très important comme changement de logo. Et puis, effectivement, c'est à partir de ce moment-là qu'on n'a vraiment plus à rougir de notre identité, de notre notoriété et aussi de la place de la discipline administration publique parmi l'ensemble des disciplines scientifiques. Passons au 5e essai et antépénultième. Alors là, c'est pas mal, puisqu'on a parlé tout à l'heure du vieux collège. Effectivement, je me souviens de mon engagement à l'IDEAP par feu le professeur German, le premier directeur de notre institut, qui m'avait dit « Monsieur Emery, nous cherchons une identité concrète. Nous cherchons un bâtiment pouvant nous héberger. » Et puis, à mon premier jour de travail, il m'a accompagné dans mon bureau qui était un chantier, en fait, puisqu'il y avait à peu près les poutres et puis quelques briques. Et puis, c'était là votre future place de travail, Monsieur Emery. Donc ça, c'est des souvenirs qui me reviennent à ce sujet. Donc, l'ancien collège ou le vieux collège, inauguré en 1904, qui s'appelait à l'époque le Nouveau Collège, évidemment. Nouveau Collège, ancien collège. Et qui reflète ce Heimatstil caractéristique de beaucoup d'écoles en Suisse. Vous savez, le Heimatstil, c'est ce condensé unique de suissitude, de pragmatisme, de pied bien sur terre, mais non dénué d'une certaine élégance, hein, quelque part, et que nous avons eu le plaisir d'habiter un certain nombre d'années. Et voilà, il y a même eu un timbre-poste à l'effigie de l'IDEAP avec le vieux collège. Donc, peut-être que c'était dû au fait que Jean-Noël Ray, feu Jean-Noël Ray, était aussi à ce moment-là membre du corps professoral de l'IDEAP. Alors, avant-dernier essai, mesdames et messieurs. Aha. Là, on retrouve les 3 barres, on retrouve ce beau brin, mais changement paradigmatique de style typographique. Ah, ça change totalement. Et je vois Jean-Loup qui se souvient de toutes les discussions Jean-Loup Chaplet qui ont eu lieu autour de ce changement de style. C'est la plénitude de l'ère IDEAP. La consécration de l'université pour le service public et au service du public. Vous voyez que les lignes s'effacent quelque peu. Elles se focalisent davantage comme pour dire et comme pour suivre la stratégie redéfinie de notre institut. On y voit aussi la volonté de résolument être orienté en tant qu'université vers l'appui que nous pouvons apporter à la pratique. Et puis, il faut quand même que je le place, mesdames et messieurs, si par un petit matin de novembre, froid et pluvieux, un petit relent de nostalgie nous anime, pour celles et ceux qui ont connu l'ère IDEAP ancienne, eh bien, on garde dans notre cœur profondément ancré ce logo. Et finalement, le dernier essai, un peu de suspense, le dernier essai, le logo actuel. Alors, c'est vrai, d'un côté, on a dû faire le deuil de ce beau brin, si je peux dire ça comme ça. Des 3 lignes dont la signification reste énigmatique. Mais c'est pour arriver dans ce bleu, le bleu du ciel symbolique de l'infini. Comme l'Université de Lausanne qui nous offre, en nous accueillant dans sa matrice en quelque sorte, un univers infini de possibles recherches et enseignements, dont les seules limites, mesdames et messieurs, sont celles qu'on se fixe nous-mêmes par rapport à notre mission. Elle a été dite plusieurs fois, je la redis à ma manière, mais c'est développer et partager la connaissance avec passion au cœur de l'action publique. Alors voilà, le temps passe très vite, j'ai respecté les 45 minutes. Je ne suis pas logologue, mais après toute cette logorée, mesdames et messieurs, un super avenir à l'IDEAP au sein de l'université. Merci pour votre attention.
Merci Yves pour cette jolie visite. Savante aussi, sous certains aspects. Donc, on reconnaît bien là ta patte. Donc, merci pour cette prestation. À ce moment-là d'une cérémonie comme celle-là, on convoque généralement la musique pour un moment de respiration. C'est la formule consacrée. Mais ce soir, il n'y aura pas de respiration. Il n'y aura pas de musique. Parce que, comme à l'habitude, l'action publique ne prend pas le temps de respirer. Ne prend pas le temps de respirer. Et puis, plutôt que de parler musique, nous avons souhaité évoquer l'importance du savoir et de l'expertise pour l'action publique. La pandémie actuelle passée, on ne sait pas trop, a déjà été évoquée plusieurs fois au cours des allocutions que nous avons entendues. Enfin, on va y revenir probablement dans le débat, mais je crois que là, on est au cœur d'une thématique très d'actualité. Donc, nous avons souhaité, pour cela, organiser une table ronde et inviter plusieurs personnalités à s'exprimer sur cette question. Alors, évidemment, toutes les personnes amies de l'IDEAP présentes ce soir auraient pu monter sur le podium pour en parler, parce que je suis persuadé que toutes et tous, nous avons quelque chose à dire à ce sujet-là. Enfin, les contraintes d'espace et puis de temps empêchaient ce projet et on a dû drastiquement effectuer un choix, une sélection. Et donc, à ce stade, je passe la parole à Camille Angelo Aglione, diplômé de l'IDEAP et membre de l'association des alumni l'AD-IDEAP, pour nous présenter ses invités et ses invités, car il a gentiment accepté d'animer cette table ronde. Camille Angelo, je vous passe la parole. Merci beaucoup. J'ai pas reçu la petite liste, alors comme ça, moi j'ai une bonne excuse pour ne pas faire l'introduction que d'autres ont fait. On a un temps qui est assez court, mais on va prendre quand même le temps. On aura peut-être un peu de retard. J'espère que les clichés sur les fonctionnaires feront que c'est pas bien grave si on prend le temps et qu'on termine un peu plus tard. Avant d'accueillir les invités de cette table ronde ou de ces tables rondes, je vais vous proposer un petit retour dans le passé. Il a été évoqué, ce retour dans le passé. Je vous propose de revenir au cœur des années disco. On est à une époque où le Jura vient de devenir le 23e canton suisse, à une époque où le tunnel du Gothard vient de s'inaugurer, plus localement à une époque où 400 jeunes défilent dans la rue, moins jeunes aussi, à l'institution de Lausanne Bouge pour revendiquer un centre autonome. Vous l'avez compris, on est en 1980, ou plus localement en 1980. Et cette année-là, le député radical Georges Vallat, parce que les radicaux étaient encore là à ce moment-là, dépose une motion pour, je vais la citer, améliorer la formation des cadres de l'administration publique. Cet événement, c'est le prémisse de quelque chose qui va se dérouler une année plus tard, le 1er septembre 1981, dans les locaux de l'EPFL, ici, juste à côté. C'est le premier jour de l'Institut tout nouvellement créé des hautes études en administration publique, l'IDEAP. 40 années que cet institut poursuit sa vie, navigue entre le monde académique et le monde politique. 40 années où ces deux mondes ont des destins qui sont parfois conjoints, on vient de le voir, et parfois si différents. Alors, qu'est-ce que la science, le savoir académique peut apporter à l'action publique ? La nouvelle devise, elle a été rappelée à plusieurs reprises ce soir de l'IDEAP, c'est au cœur de l'action publique. Alors, quand on doit prendre des décisions publiques, mais aussi lorsqu'on doit conseiller le politique, comment s'opère le transfert de savoir entre la recherche et la pratique ? Pour en parler, non pas 45, mais 30 minutes à peu près, et surtout 5 invités d'exception que je vais inviter à me rejoindre ici sur scène en les citant. Vous pouvez sans doute vous lever et venir. Je vous propose d'accueillir et d'applaudir Adèle Torrance-Gouma, conseillère aux États, Andreas Doumermuth, président de la conférence des caisses de compensation, Martine Brunschwig-Graf, présidente de la Commission fédérale contre le racisme, Nicole Bord, conseillère communale de la ville de Neuchâtel, et Philippe Varonne, président de la ville de Sion. Bienvenue à toutes et à tous. Et un petit message d'ailleurs, je pense que les gens d'ailleurs, ce sont les gens qui nous regardent peut-être en direct, on l'a dit, tout le monde n'est pas forcément dans la salle, et donc une pensée pour eux et elles également. Comment s'opère ce transfert ? J'ai peut-être envie de poser cette première question à vous, Adèle Torrance. Dans le discours d'inauguration de Climact, qui a été mentionné d'ailleurs ce soir dans certaines interventions, vous interrogiez finalement l'influence des lobbies dans un système politique suisse de milices.
Alors, est-ce qu'à leur manière, les HES et les universités suisses peuvent être considérées comme des lobbies scientifiques? Bonsoir à toutes et à tous d'abord. Oui, c'est en tout cas la position que j'ai défendue lors de cette inauguration. Bien sûr, les universités et les hautes écoles peuvent être des lobbyistes institutionnels, c'est-à-dire défendre leur propre position dans la société et puis dans le budget aussi. Mais elles ont aussi probablement un rôle à jouer qui est très important dans le système politique suisse, qui est, vous l'avez dit, un système de milice, donc où les lobbies ont un grand poids, pour représenter un lobby des savoirs, que ce soit au niveau du débat public. Dans une société aujourd'hui où on a affaire à des fake news et des grandes difficultés d'avoir un débat fondé sur des données crédibles et vérifiables et vérifiées, mais aussi au niveau du Parlement, où on essaye, il y a plusieurs collègues qui sont dans la salle qui peuvent en témoigner à mes côtés, on essaye de faire des politiques basées sur des évidences, evidence-based policies. Et pour ça, on a vraiment besoin des scientifiques qui fassent entendre leur voix et qui insulfent ces données dans le débat à la fois public, mais aussi vraiment politique. Faire entendre sa voix, insuffler ce savoir, Nicole Bord, moi ça me fait penser à de la communication, et dans votre parcours professionnel riche, avec tout le monde ici, vous avez été à la tête de l'émission radiophonique la plus écoutée de Suisse romande, kyrielle d'experts qui ont dû tourner autour de ces tables, et pourtant on a l'impression parfois que ceux qui en savent le plus, finalement c'est ceux qu'on entend le moins, qu'on comprend le moins. Ouais, tous ces experts avec leurs avis nuancés, avec ce discours ouvert au doute, c'est un peu des mauvais clients pour le débat, non? Alors c'est vrai que dans le débat médiatique, en tout cas en ce qui concerne les médias électroniques, je veux dire radio et TV, il y a les bons clients et les mauvais clients, et on les connaît. Et puis par exemple, Madame Brunschel-Graf était une très bonne cliente à l'époque, je m'en souviens très bien. Il faut aussi qu'il soit disponible, mais c'est vrai que le discours doit être, le message doit être clair, et doit être sans doute un peu simplifié. Et puis c'est toujours un peu la difficulté qu'il y a avec des scientifiques, c'est qu'ils ont l'impression que s'ils simplifient, ils vont dénaturer ce qu'ils vont dire, que c'est beaucoup plus subtil que ça et qu'on ne peut pas le dire de cette manière-là. Donc c'est toujours un peu la quadrature du cercle entre être crédible au niveau vraiment scientifique et puis en même temps être compréhensible. Et puis je crois qu'on a un exemple en direct depuis 1 an et demi, 2 ans, on a un exemple en direct avec le Covid. C'est qu'en même temps, on a affaire à des scientifiques, on a affaire à une task force, avec une kyrielle de scientifiques qu'on voit sur nos écrans, et puis qui en même temps doivent délivrer un message simple, mais rien n'est simple parce qu'il y a plein d'incertitudes, et parce qu'on est obligé de toujours dire, peut-être qu'on ne sait pas, donc on doit dire ça. Mais le message doit passer, donc il y a une vraie volonté là, il y a vraiment une charge politique très forte pour, par exemple, faire en sorte que les gens se vaccinent, et on doit avoir un discours simple, et après, ça rend quand même, ça peut susciter des suspicions vraiment très très fortes, et on le voit aussi avec les démonstrations, avec les manifestations contre le passeport Covid, parce que quand c'est trop simple, eh bien ça devient suspect. Donc c'est vraiment, je pense qu'il y a vraiment un tas de ces enjeux très très compliqués, je pense, pour les scientifiques, mais aussi compliqués pour les politiques. Et maintenant je me mets dans la peau d'une politicienne que je suis. C'est compliqué parce qu'on a besoin de ces analyses scientifiques. On a besoin de ces scientifiques avec un discours clair et avec des messages qu'on puisse faire passer, parce que nos politiques publiques ont besoin de ce message. Cette tension entre clarté et presque honnêteté scientifique, Andreas de Mermuth, en allant lire les prises de position de la conférence des caisses cantonales de compensation, dont vous êtes le président, j'étais étonné parce qu'elles étaient relativement claires malgré la complexité du sujet, et puis elles tenaient en général en 1, 2, 4 pages, je crois, pour la plus longue. Mais bon, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, est-ce qu'à force de vouloir synthétiser pour être clair, on n'en vient pas un peu à caricaturer ou presque à tomber justement dans la caricature quelque part du savoir? Comment on fait la distinction entre les deux? Oui, c'est bien clair, c'est nécessaire à travers les médias pour exprimer des choses qui sont compliquées, clairement. Parce que à la votation, si jamais le 28 novembre, il faut dire oui ou non. Alors il faut dire oui, pourquoi, ou non, pourquoi. Mais pour moi, c'est bien clair que ces processus n'est plus possible sans la science, sans la recherche. Comme représentant, comme fonctionnaire ou employé pour les assurances sociales, aujourd'hui, ça ne va pas du tout sans recherche, c'est toujours les évaluations. Ce sont des évaluations ex ante, ce sont des expertises. Et naturellement, ça freine le système, c'est un bon signe. Aujourd'hui, comme Madame conseillère aux États a dit, on ne peut plus faire la politique sans
vraiment la science. Et on ne peut plus faire, par exemple, les assurances sociales sans les sciences. Mais derrière, c'est quand même, pour la communication, il faut oser pour dire les choses qui sont... C'est assez simple. Alors, on ne peut pas sauver l'AVS sans augmenter l'âge de retraite. Point. Et il faut oser dire ça. Et vous savez, la vie continue et l'IDEAP continue, mais il faut oser le dire. Le courage, on va y revenir. Merci beaucoup, Andreas de Mermuth. Je vais revenir sur ce que vous avez dit avant par rapport à ce lien de transfert, parce que c'est finalement le titre de cette table ronde. Philippe Varron, dans votre discours pour les 15 ans, c'est juste, oui, de la Fondation pour l'innovation d'IARC, vous prédisiez, ou en tout cas appelez de vos voeux, un prix Nobel pour un scientifique valaisan dans les 10 prochaines années, on verra. Au-delà de la gloire que ça peut apporter, éventuellement du dynamisme économique, comment est-ce que s'opèrent ces transferts? Est-ce que vous avez des liens réguliers avec les pôles d'innovation locaux? Quelle est l'importance d'avoir localement ces pôles de recherche et d'innovation? Et comment s'opèrent les transferts? Alors j'avais effectivement prédit un prix Nobel d'ici 25 ans, mais pas forcément pour un Valaisan, mais pour quelqu'un qui allait effectivement travailler à Sion. C'est vrai que si on prend le développement de la ville que j'ai la chance de présider, eh bien le fait d'avoir à proximité de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée, des institutions universitaires, eh bien ça crée une dynamique absolument phénoménale, ça donne une attractivité au territoire qui est très forte, et puis ça crée une émulation. Je le dis souvent, ça change aussi la dynamique de vie, et on a parlé de se vivre ensemble tout à l'heure. À l'époque, c'était le patois de Saviès dans tous les bistrots. Maintenant, on commence à entendre l'anglais, et il y a à peu près 41 langues qui sont parlées dans ce périmètre, dans ce microcosme, dans cet écosystème d'innovation. Et puis peut-être pour une ville ou pour une région, il y a toute la dynamique, je dirais, cette boucle vertueuse qui, à la fin, permet à des jeunes de rester ou de revenir, et puis à l'économie de se développer pour poursuivre le développement de l'infrastructure notamment. Là, on voit bien le lien, effectivement, entre l'économie locale et le dynamisme, mais concrètement, dans vos services ou dans les services de l'administration de la ville, est-ce qu'il y a des liens qui se sont créés entre la recherche, pas forcément de l'industrie, mais aussi la recherche académique, et l'administration communale? Est-ce qu'il y a des recherches comme ça qui ont pu nourrir des organisations ou l'inverse? Alors effectivement, on a la chance de travailler sur des domaines qui sont les domaines de l'avenir. C'est l'énergie, c'est l'environnement. Et puis on a au quotidien, quand on pense par exemple au chauffage à distance, eh bien aujourd'hui on est en contact avec ce qui se fait de mieux dans le domaine de l'énergie pour voir si c'est encore un gros tube qui doit amener de la chaleur ou si on ne peut pas simplement inciser les trottoirs pour travailler avec d'autres matières qui transporteraient cette énergie. La même chose dans le cadre des déchets. Ça crée vraiment une dynamique, et puis cette complémentarité, cette proximité avec l'économie, avec l'administration dans de nouvelles solutions apportées aux citoyens, bien c'est un bonus et une nécessité. Là, on voit le côté très positif et riche quelque part de ces transferts. Andreas de Mermuth a touché du doigt peut-être une dérive possible. C'est un petit peu l'appel sans cesse à des études. Martin Braunschweig-Graf, je suis allé sur votre site internet, votre blog, et j'ai lu cette phrase que j'aimerais vous citer. Vous dites « Faire la politique, faire de la politique, c'est faire des choix et les assumer. C'est se tromper aussi parfois. » Et justement, je voulais vous demander, est-ce que les politiques, dont vous êtes plus en action à l'exécutif, donc ça vous pourrez parler peut-être un petit peu plus librement encore, mais est-ce qu'ils osent encore se tromper? Est-ce que l'administration ose encore prendre des décisions sans devoir convoquer des études à l'appui? Alors j'ai regardé ma citation, j'ai dit c'est ne pas avoir peur de se tromper. Je n'ai pas dit que c'était systématiquement se tromper. Je crois que ça ne répondrait pas à mes propres convictions d'ailleurs. Et ce que j'aimerais dire ici par rapport à l'utilité des choses, et c'est ce qui est permanent de la politique que j'ai connue comme conseillère d'État aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a toujours le choix de faire appel à la recherche, mais l'erreur à ne pas commettre, c'est de faire appel à la recherche pour faire dire à la recherche ce qu'on aimerait qu'elle dise. Ça, pour moi, c'est déjà un principe qu'il faut éviter, ou pour faire dire à la recherche des choses que je n'oserais pas dire moi-même. Si c'est ça, pour moi, ça ne sert à rien. Parce qu'en définitive, ça devient des exercices alibi, et je constate que malheureusement, relativement souvent, la tentation existe de faire appel à des experts pour pouvoir régler des problèmes qu'en politique doit régler, quitte effectivement à prendre des risques et à être un peu
critiqué par rapport à ce qu'il peut faire ou ne pas faire. La deuxième chose, c'est que toutes les recherches ne permettent pas, de toute façon, de tout dire, de telle façon que, dans le monde qui évolue à l'heure actuelle, il peut se trouver que les décisions qu'on prend à un moment donné peuvent se retrouver 2 ans après, 3 ans après, plus tout à fait adéquates avec la situation, parce que simplement, personne n'était en mesure de pouvoir l'anticiper. Le Covid est vraiment un exemple par rapport à cette situation-là. Et donc, il faut aussi accepter l'idée que dans les décisions qui sont prises, dans ce que la recherche peut nous apporter, il y a forcément un moment où, dans le temps, il faut accepter que les choses évoluent et que le danger de ne plus être en phase ou en adéquation existe. Puis la troisième chose, je dirais, c'est à chacun son rôle. Moi, je n'ai jamais demandé, et j'ai vraiment donné des mandats à l'IDEAP qui m'ont à chaque fois satisfait, non pas par rapport à ce qu'ils disaient, mais par rapport à la matière qu'ils apportaient, que j'aurais été incapable de pouvoir connaître moi-même. Mais en revanche, ce que j'ai observé malheureusement, c'est que parfois, toute cette matière n'est plus utilisée après. Et pour moi, j'ai un exemple magnifique parce que l'IDEAP nous a fourni une analyse des politiques culturelles à l'époque, c'était en 2000 ou en 2001. J'ai ressorti l'autre jour le document et je peux vous dire que si quelqu'un était intéressé, il pourrait l'appliquer comme ça l'était à l'époque. Entre deux, je suis partie l'année d'après, mais je dis simplement, il faut savoir que l'utilisation de la recherche, c'est aussi une chose qui est une responsabilité. On ne commande pas pour mettre dans un tiroir. Merci beaucoup pour cette transition, parce qu'effectivement, on a du savoir qui se crée de plus en plus. On peut penser par exemple au climat, pour prendre quelque chose qui est d'actualité. Vous avez évoqué le Covid, on pourrait y revenir aussi. On connaît les constats du GIEC, on sait quel est le constat, on sait, ou du moins on a une kyrielle de solutions à disposition, et puis on voit une COP26 qui prend certaines décisions et pas d'autres. Qu'est-ce qui peut expliquer ce décalage entre la recherche, qui somme toute produit des nouvelles connaissances, et l'action publique? Est-ce que c'est une recherche qui va trop vite ou l'action publique qui va trop lentement quelque part? C'est pas une question orientée, tout le monde peut répondre. Je pense que... Moi, je veux bien répondre si on parle de climat. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose de très frustrant pour les chercheurs et les scientifiques qui prennent la parole dans le débat public. C'est qu'en fait, ce n'est pas eux qui décident. Et on ne décide pas seulement sur la base de données scientifiques. Ouais. Pas seulement. On fait des pesées des intérêts. Parfois, il peut y avoir... des scientifiques qui vont nous donner telles informations et d'autres telles autres. Peut-être pas sur le climat, mais par exemple, je peux citer un exemple que j'ai cité aussi dans mon discours à Climate. C'est les rapports sur les dangers ou les non-dangers des OGM. On avait eu un clash à l'époque, ça fait déjà un petit moment, une des dernières prolongations du moratoire, pas maintenant, mais je pense que ça doit bien faire il y a 8 ans, parce que l'Académie suisse des sciences nous avait reproché de ne pas tenir compte d'une étude qu'ils avaient publiée qui montrait qu'il y avait moins de dangers que ce qu'on pouvait imaginer, qui était une étude très rassurante. Et en fait, les politiciens, dans leurs décisions, avaient plutôt une réflexion sur la politique agricole en Suisse, la stratégie de qualité, le coût des séparations des filières, donc des réflexions économiques. Et il y avait vraiment une réflexion beaucoup plus large. C'est clair que ça ne suffit pas de dire les OGM ne représentent pas de risque pour la santé. On peut dire ça, il y a des études qui le disent. Après, la réflexion des politiciens, elle tient compte d'autres paramètres. Elle tient aussi compte de valeurs. Elle n'est pas toujours rationnelle, je crois qu'il faut aussi l'assumer. Et donc, les scientifiques ne sont pas toujours entendus. On n'est pas dans une technocratie. On est dans une démocratie et il y a beaucoup de paramètres qui entrent en compte dans une décision. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, je tiens ce discours de manière vraiment purement descriptive. Simplement, je comprends que ça puisse être frustrant pour les scientifiques, mais concrètement, c'est comme ça que ça se passe dans une démocratie. Martine Braunschweiger, vous vouliez réagir? Mais c'est là où je dis à chacun son rôle. Les scientifiques n'ont pas à décider et on n'attend pas d'eux qu'ils décident. Le jour où on les mettrait dans la position de devoir dire ce qui doit être fait, ce n'est pas ce qu'on attend d'eux. Ça, c'est pour la décision. La responsabilité, il faut la porter. Et les politiques la portent. Ils sont élus, réélus, des élus, parfois révoqués, mais il arrive quantité de situations. Mais on rend des comptes. Et ça, c'est un point important, parce que celui qui décide rend des comptes. Et la deuxième chose, c'est
la démocratie dont parlait Adèle, parce que c'est clair qu'on peut faire des choix. Parfois, on fait des choix de forcing. Mais souvent, on se dit à quoi ça sert de voter au Parlement un objet dont on sait qu'ensuite il va être contesté et qu'il n'aboutira nulle part. La responsabilité du politicien par rapport au temps qui tourne, elle est aussi là. Aller vite dans les exigences de la science ou aller rapidement dans les processus pour au moins assurer le processus comme il est, même insatisfaisant. Nicole Borges, je vous vois réagir, oui, effectivement. Je voulais réagir parce que là, on parle de choses scientifiques, mais après, on peut aussi parler de ce qui nous occupe aussi beaucoup, c'est-à-dire les politiques sociales, où il n'y a pas de vérité. Il y a juste, on veut savoir ce qui se passe, à qui on s'adresse, est-ce qu'on s'adresse aux bonnes personnes, est-ce que la cible est la bonne, est-ce que les effets qu'on voulait sont les bons. Donc tout ça, c'est beaucoup plus, je vais dire, c'est à la fois plus facile et plus compliqué pour les politiques, mais là, je vois vraiment le rôle de l'IDEAP, pour revenir à l'IDEAP, comme vraiment une aide à la décision. On a besoin de ces études, on a besoin de ces recherches. Moi, je crois que tous les jours, je pense, si j'avais quelqu'un qui pouvait me faire une recherche là-dessus, j'aimerais savoir si on atteint les bonnes personnes. J'aimerais savoir si quand on, je sais pas, on met en place des politiques très basiques. Moi, je m'occupe d'une commune, donc c'est très, très basique. Quand on fait je sais pas, on organise des camps pour les enfants. Qui sont ces enfants qui viennent? Est-ce que ce sont les bons? Est-ce qu'on a vraiment toute la population? Est-ce qu'on a les privilégiés? Est-ce qu'on a au contraire pas les privilégiés? Et tout ça, c'est des choses que j'aimerais, enfin, où je pense que là, il y a un vrai partage à faire avec les scientifiques. Et encore une fois, c'est pas eux qui vont décider. Je partage absolument l'avis de Madame Bounchrigraf et de ma préopinante aussi. C'est vraiment, mais c'est une aide à la décision. C'est OK, on voit, il se passe ça, et maintenant, on va orienter comme ça. L'aide à la décision, ça peut parfois être aiguillonnant, Philippe Varron. Oui, peut-être ce que je voulais dire, je voulais parler peut-être de la différence aussi du temps entre la recherche, qui est un temps long, et puis le temps politique où on doit prendre des décisions rapidement. Mais en discutant, en étant accueilli par Mme Mathias, à qui on avait confié un mandat sur l'avenir de l'aéroport, je me souviens qu'avec le Conseil d'État d'Arbelet, on voulait avoir un avis rapide, et puis elle m'a posé des questions, où est-ce que vous en êtes? Puis j'étais obligé de lui dire, écoutez, on a pris une décision, mais dans l'implémentation, dans la capacité de pouvoir réaliser ce que vous nous avez proposé, on n'y est pas encore. Mais j'ai l'impression que cette différence de temps, c'est peut-être ce qui crée peut-être une zone grise, ou en tout cas une difficulté de compréhension. Et puis je pense qu'après, il y a les champs aussi d'activité. C'est clair que la recherche a une vision beaucoup plus ouverte. Nous, on doit, en tant que politique, souvent répondre à des problématiques qui sont bien spécifiques, bien identifiées, pour lesquelles on a peut-être moins, je dirais, la possibilité de divaguer. Voilà. La recherche ou l'art pour l'art, il y a aussi la recherche et le développement. Si on pense aux entreprises à partir d'une certaine taille, ou même la Confédération, on a des centres de recherche et de développement. Il y a un centre de recherche pour l'administration publique. À ma connaissance, elle n'est pas exhaustive. On ne retrouve pas sous ce terme-là de centre de recherche, que ce soit pour les cantons ou pour les communes. Comment est-ce que vous faites quelque part pour vous tenir au courant de l'actualité scientifique, pour pouvoir intégrer ce savoir? Est-ce qu'on attend que les scientifiques sonnent à la porte, ou est-ce qu'on va les chercher dès qu'on a une question, au risque éventuellement d'obtenir que des réponses aux questions qu'on veut bien leur poser? Je vous ai regardé que vous, mais c'est une question pour tout le monde une fois encore, pardon. Non, on va les chercher, c'est sûr, en fonction des besoins, en fonction des domaines, en fonction de ce qui est connu. Et je pense que c'est très important de savoir et de connaître le réservoir de chercheurs qu'on a. Et en Suisse, en plus, on a une richesse absolument incroyable. Ce qui serait peut-être intéressant de souligner, c'est que la complexité des choses qu'on doit décider fait que aujourd'hui, c'est souvent des aspects pluridisciplinaires qui sont nécessaires. Donc, ce n'est pas simplement un avis de droit sur un sujet bien pointu, mais ça peut être une appréciation vue sous différents angles. Ça a été montré tout au début, d'ailleurs, de la présentation. Et donc là, d'avoir aussi des chercheurs qui peuvent se mettre en pool pour répondre à une question, je pense que ça, c'est un élément très important. On parle de la recherche. Andreas de Mermuth, une question, vous vouliez réagir, mais aussi vous demander, est-ce que ce n'est pas aussi le rôle d'une conférence telle que celle que vous présidez, d'amener ce savoir collectif? Oui, c'est son rôle, mais je pense que c'est, au contraire de Mme Brunswick, ce sont des EUTKL qui viennent nous chercher. Par exemple, je dis, chaque semaine, je reçois des demandes, par exemple, je dirais maintenant, pour vulgariser la loterie des rentes. Qui gagne une rente AI, hein?
Alors pour dire, alors c'est une question très délicate. Alors chaque semaine, il y a des hautes écoles qui demandent comment ça marche, réduction des primes, quels sont les effets. Et ça, c'est bien. Et ce sont des questions qui, c'est très difficile. Mais ça, c'est le rôle des hautes écoles à demander à l'assurance sociale, aux administrations publiques, pour demander qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que sont les résultats. Alors, on ne demande pas, ils viennent. Et ça, c'est bien, les deux. Hein. Pour la préparation, demander, et pour l'évaluation, nous sommes le souris. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Nous sommes les souris, les fonctionnaires. Peut-être. Qui sont examinés. Hein. Ou les fonctionnaires, ouais. Si je peux ajouter une autre perception, parce que moi je suis la seule représentante d'un législatif. Pour nous c'est différent parce qu'on ne peut pas mandater l'IDEAP ou un quelconque autre institut universitaire dont on aurait besoin de l'aide et des savoirs. Et donc je pense que c'est aussi important, en tout cas pour ce qui concerne à la fois le débat public, par exemple quand il y a des votations populaires, ou bien le débat parlementaire et à tous les niveaux institutionnels. Là, c'est plus difficile pour nous, miliciens et actifs dans des législatifs, c'est plus difficile d'accéder aux informations. Et c'est vrai qu'on a tous, on se débrouille tous comme on peut. Voilà, moi j'ai un réseau parce que j'étais longtemps à l'université et je connais des gens qui travaillent sur les mêmes domaines qui sont les miens comme politicienne. J'ai la chance d'avoir été active comme universitaire dans les domaines sur lesquels je travaille maintenant comme politicienne, donc c'est évidemment une situation particulière qui me facilite la vie, mais pour beaucoup de mes collègues, ce n'est pas le cas. Et donc, je pense que là, c'est nécessaire, ce serait nécessaire de la part des hautes écoles de faire un effort proactif quand il y a des sujets qui arrivent à l'ordre du jour, pour fournir, pour dire voilà ce qui est disponible comme savoir. Parce que, tu l'as dit Martine, il y a énormément il y a un trésor de savoir qui n'est pas toujours accessible au bon moment pour les personnes à qui ça serait utile. Nous, on est bombardés de sollicitations par les lobbies économiques et autres, hein, tous les lobbies sociétaux, qui sont souvent très compétents et très bien organisés, qui nous fournissent des informations au bon moment, selon le bon format. Mais justement, il manque ce lobby des savoirs qui nous fournirait des informations scientifiques validées, ne correspondant pas à des intérêts particuliers. Je pense que ça aiderait vraiment à la qualité du débat tant public que parlementaire. Je crois que le message, en tout cas, a été, si ce n'est entendu, du moins écouté. Juste là. Martine Brunschwig-Graf. Moi, je pense que ce n'est pas un lobby, mais c'est peut-être un portail ou une plateforme. Parce qu'il y a un domaine dans lequel ça existe, c'est le Centre suisse de recherche en éducation, dans lequel, si on sait chercher, on trouve pratiquement tous les éléments des recherches qui ont été produites. Et moi, je me suis même adressée là quand j'avais vraiment besoin de savoir à qui on pouvait demander. Mais en revanche, pour la recherche dans les autres domaines, c'est vrai que là, on peut se poser la question et ce serait une façon de valoriser la recherche. C'est une suggestion, elle n'est pas simple à mettre en route, mais je pense qu'on peut se poser la question. Une plateforme d'échange. Philippe Varron, on va conclure avec ces pistes. Une piste également ? Non, je crois que je voulais vraiment abonder. Je vois en Valais, on est des contributeurs au budget des hautes écoles. Et quand je regarde la relation que j'ai avec ces hautes écoles, c'est souvent une facture dont je ne comprends pas le libellé. Je ne sais pas sur quelle base. Et je pense que d'arriver à avoir une plateforme permanente, pas simplement quand on a besoin d'avoir un appui scientifique pour un projet d'aménagement du territoire ou quand on doit couper un arbre, mais effectivement pour pouvoir de manière permanente, avec des budgets que même les politiques, enfin l'action publique pourrait déployer, d'avoir ce dialogue permanent avec des chakras ouverts, avec effectivement une approche la plus interdisciplinaire possible, eh bien ça pourrait aussi permettre de mieux se comprendre, parce qu'en tant que politique, on a des fois un petit peu peur d'aller frapper à ces institutions qui sont un peu hermétiques et peut-être un peu trop savantes. Par contre, de s'apprivoiser dans un dialogue permanent, je pense que c'est alors sous une forme de plateforme ou d'une structure, je pense que c'est aussi une proposition que je pourrais faire. Nicole Bord, Andreas Durmout, une ouverture des chakras avec une fréquentation un petit peu plus assidue de ces chercheurs, entre les souris et les chercheurs. Absolument, moi je souscris à ça. Il y a aussi des lieux, je veux dire, où peut-être il y a des choses qui peuvent être données. Je ne sais pas, il y a l'Union des villes suisses, par exemple. Je pense qu'il y a vraiment des lieux où il pourrait y avoir plus d'échanges avec l'IDEAP ou avec d'autres lieux de recherche. Volontiers. Une conclusion, Andreas de Mermuth, vous avez commencé votre introduction en parlant du courage dont les politiciens devaient faire preuve et l'administration aussi dans les décisions qu'elle doit prendre. Qu'est-ce qu'on peut faire
pour la suite, pour les 50 ans de l'IDEAP, pour favoriser ce transfert de savoir et de connaissances entre l'administration et la recherche académique? Oui, peut-être une remarque très, très pratique. Hein. Comme oui, pour les assurances sociales, c'est seulement les journalistes qui viennent avec la loi sur la transparence. C'est à la Confédération dans la plupart des cantons. Mais les autres écoles, vous avez toutes les données ouvertes par l'administration, mais elles ne se passent pas sur la loi sur la transparence. L'administration doit fournir tout pour vous. Et ce n'est pas seulement les journalistes. À mon avis, l'IDEAP doit vraiment examiner cette règle de loi sur la transparence. Alors, vous avez toutes les données gratuitement. Et ça garantit la survie de l'IDEAP. Merci. Merci à toutes et à tous. Monsieur le directeur, je crois qu'on a des pistes. J'espère en tout cas qu'on a pu vous fournir quelques pistes et j'imagine que la discussion qui a commencé ici va pouvoir se poursuivre dans les travées et puis par la suite dans ces réseaux construits, informels ou formels à créer, qu'ils soient régionaux ou nationaux. En tout cas, merci à toutes et à tous ce soir d'avoir participé à cette table ronde et merci également à vous. Je vous rends la parole. Merci à toutes les participantes et à tous les participants de la table ronde pour s'être prêtés au jeu des questions-réponses avec Camille Angelo Aglione. Nous a aussi montré que tout ça, c'est du sérieux. L'action publique, c'est du sérieux. L'administration publique, c'est du sérieux. La formation, c'est du sérieux. La recherche, c'est du sérieux. Les mandats d'expertise, c'est du sérieux. Du coup, l'IDEAP, c'est du sérieux. Bon. Quoi qu'il en soit, nous avons demandé à Charles Nouveau de nous prouver par l'humour qu'il ne faut pas confondre sérieux et austérité. Ouvrons nos chakras. Merci. Merci. Alors déjà, j'aimerais féliciter tous les intervenants de tout à l'heure parce que je ne m'attendais pas du tout à rigoler autant pendant cette réunion. Mention spéciale à Monsieur Simonazzi. Vous avez été très très fort, vraiment au taquet. Et en même temps, ça ne m'étonne pas pour une fois que c'est quelqu'un d'autre qui vous donne la parole à vous. Ça paraît logique. Avant que je commence vraiment pour qu'on se situe et qu'on contextualise un petit peu la chose, par applaudissement, ça va être marrant ça déjà, par applaudissement, qui ici, en toute franchise, et c'est ok, ne savait absolument pas qui j'étais avant maintenant? Toujours un grand moment d'humilité. Vous voyez dans les émissions télé, quand Michel Drucker, les mecs comme ça, demandent aux humoristes « Mais à vos débuts, ça n'a pas toujours été... » C'est ce que je suis en train de vivre. Voilà, donc bienvenue dans ma backstory. Je suis donc humoriste. Là, j'arrive à peine de Paris pour vous rejoindre. Je fais beaucoup de spectacles à Paris où je surmonte le handicap de ma nationalité suisse dans mon corps de métier. Ouais, parce que devant un public parisien, annoncer qu'un humoriste est suisse, c'est comme au début d'un repas annoncer que le vin est malgache. Les gens sont curieux mais sceptiques. Je vous l'avoue. Merci pour vos applaudissements aussi. Ça fait toujours plaisir parce que je pense que vous êtes au courant. Il y a quand même eu 7 mois et demi où les humoristes, on n'a pas eu le bonheur d'être applaudis. Ça nous a manqué, comme tout mégalomane qui se respecte. Moi vraiment, le soir, quand les gens applaudissaient le personnel soignant aux fenêtres, j'étais tout seul dans ma chambre comme ça. Ça me manquait vraiment. Certains peut-être au fond, je sais qu'il y a des étudiants, peut-être que vous me reconnaissez, j'ai fait la vidéo de la dernière remise des diplômes du CEMAP, où j'ai dit, je crois, et je me rends compte de mon erreur maintenant, au moins 64 fois IDHEAP au lieu de IDEAP. On m'a fait la remarque. Au fond, oui, c'est très parisien, je vous avoue, c'est vrai. D'ailleurs, j'ajouterais même qu'au fond, CPSI, c'est pas si important, voire même, si vous me le permettez, OSBU, PLC, on s'en bat un peu les couilles. Voilà. Il y a des gens de toute la Romandie dans la salle et au-delà, évidemment, donc ça fait très plaisir. C'est une chose à laquelle on est habitué quand on est humoriste en Suisse romande, de voir jouer dans un peu toute
la Suisse romande dans différents cantons, des fois dans des petits patelins. Là, tout le monde est plutôt citadin ici, je pense, ce qui est plutôt agréable. C'est-à-dire que si je parle un peu vite ou un peu différemment, vous arrivez à suivre. Parce qu'il y a quand même certains villages, certains coins où parfois on joue et on commence « Ouais, je kiffe pas trop les mecs chelous », il y a tout le premier rang qui fait « Tachio, ça y est, on va raconter tout le spectacle !» Donc c'est plutôt agréable d'être parmi vous. Je viens moi-même du canton de Vaud. Je sais que l'IDEAP est très fière d'être implantée à Lausanne et d'être, qui plus est, vaudoise d'une certaine manière. J'ai grandi dans le district de Nyon. D'ailleurs, je ne savais pas, il y a mon syndic qui est là, Monsieur Rossella, bonjour. On l'aime beaucoup, Monsieur Rossella, à Nyon, parce qu'il a des chemises d'agriculteurs vaudois et la longévité politique d'un dictateur africain. Et c'est vraiment un combo que j'ai toujours trouvé intéressant. Alors moi, j'ai grandi dans le district de Nyon, je suis vaudois. En revanche, à l'étranger, j'espère que les Vaudois vont pas m'en vouloir, je dis plus volontiers à l'étranger que je viens de Genève, c'est vrai. Parce que allez, quand les gens te demandent « Where are you from ?», tu peux pas faire « Do you know Copet ?» Non, hein, c'est délicat, il faut savoir s'adapter, ça a été mentionné plusieurs fois aujourd'hui. Ce soir, j'espère vous faire rire, mais je vous promets que le simple fait que dans le berceau, quelque part, de l'élite administrative suisse, vous m'ayez invité moi, c'est déjà un peu marrant. Je vous promets. J'espère repartir d'ici avec un peu plus d'expertise en la matière. Je pense qu'on a tous déjà entendu l'expression « phobie administrative ». Je ne sais pas si c'est vraiment une phobie, parce que moi, c'est pas que ça me fait peur. Je dirais que c'est plus une intolérance. Voilà, un peu comme certains avec le gluten. Je suis allergique aux enveloppes. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Du coup, le bureau que je visite le plus souvent administrativement, c'est celui de l'Office des poursuites du district de Nyon. Clairement, moi, je rentre là-bas, les gens font « Monsieur Nouveau !» et on me claque la bise, on ouvre une bouteille. Vraiment, je commence à avoir l'habitude. Je suis beaucoup plus connu dans cet office qu'ici, manifestement. C'est problématique, une aversion pour l'administration en Suisse, parce qu'on est un pays qui aime ça, quand même, et qui fait ça bien, qui plus est. Même les invasions militaires, on exige de les subir pendant les horaires de bureau. Donc ça, c'est vraiment pas mal. On a de la chance en Suisse. On a vraiment de la chance avec l'administration, vraiment. Je vous dis pas ça en qualité de personne qui ouvre rarement son courrier, mais plus en qualité de personne qui travaille régulièrement en France. Administrativement, ça c'est vraiment un pays qui est un cauchemar pour moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, je ne savais pas que le recteur de l'Université de Lausanne était belge. Ça, c'est vraiment un point commun qu'on a, les Belges et les Suisses. Les Belges et les Suisses, de manière générale, quand on se rencontre, tout de suite, il y a des affinités. Hein. On est là, nous aussi, on vient d'un petit pays multiculturel. On parle français aussi. 90, on dit 90. Le chocolat. Et tout d'un coup, il y a un blanc qui s'installe entre la personne suisse et la personne belge. Et irrémédiablement, un des deux finit par dire à l'autre: on est d'accord que les Français, souvent, ils sont quand même un peu pénibles. Oui, voilà, c'est vraiment ça qui nous rassemble. Et vraiment, administrativement, moi, la France, ça m'angoisse. Des phrases comme « Ah bah non, monsieur, ça sert à rien d'être venu en personne. Ça, c'est un formulaire qu'il fallait envoyer par lettre recommandée dans l'espoir qu'il soit reçu un jour pair. » Et là, je peux pas vous aider parce que de toute façon, on va fermer. Bonne journée. Voilà. Donc, c'est absolument... Il faut savoir que 80% de mes cauchemars ont lieu dans une poste française. Hein. Les 20% restants, c'est dans le secteur parfumerie de chez Globus. Mais ouais, c'est assez angoissant tout ça. En France, ils ont... Je sais pas si vous vous rendez compte de la chance qu'on a. En France, ils ont un secrétaire d'État à la simplification. C'est-à-dire qu'ils ont un mec qui a littéralement quasiment un ministère autour de lui, logistiquement, qui est là pour dire « c'est compliqué quand même ce truc, hein. Il faut simplifier ». La France, elle a supprimé son IDEAP à elle, l'ENA. Macron a supprimé l'ENA. Hein, donc là, je ne sais pas comment interpréter ça. C'est quelque part entre l'ingratitude, l'hypocrisie et le syndrome d'Oedipe. Hein, ce qui s'est passé à ce niveau-là, il faut tuer le père. Si vous voulez un autre exemple d'hypocrisie, il y a par exemple le fait que tout le monde en ce moment dit tout le temps des choses comme « aujourd'hui les jeunes ils lisent plus, ils passent trop de temps sur les écrans, et puis ensuite on remplace la bibliothèque par une salle d'enseignement high-tech ». Voilà. Ça c'était une blague pour les étudiants du fond, manifestement. Au téléphone, il y a un de vos responsables, non, un des professeurs, parce que j'ai parlé avec plusieurs de vos professeurs au téléphone pour préparer l'intervention d'aujourd'hui, qui m'ont dit que l'IDEAP c'était pas l'ENA. Okay, l'IDEAP, c'est pas comme l'ENA. Ici, on va jamais voir un Hollande et une Royale qui se rencontrent et qui se marient sur les bancs de l'école.
Et là, normalement, tous ceux du fond, vous êtes forcément en train de vous demander avec lequel de vos camarades de promo vous accepteriez le plus facilement de vous marier. Et c'est normal, vous êtes fonctionnaire, mais vous êtes aussi humain. C'est normal. Et en parlant de gens qui ne le sont pas complètement humains, on dit souvent on a beaucoup parlé d'avenir ce soir, on dit souvent que l'avenir, c'est les robots. Et pas étonnant donc d'apprendre qu'à l'avenir, l'IDEAP va offrir plus de formations en suisse allemand. Du coup, je trouve ça bien. Attention, il existe un équivalent suisse-allemand de l'IDEAP, c'est vrai, ça a été mentionné, je crois. C'est à Berne, ça s'appelle le KPM. On m'a dit que c'était un petit peu la même chose, mais en beaucoup plus petit. Et comme vous, je trouve ça marrant de me dire que là où l'enseignement de l'administration prend le plus de place, c'est le coin de chez nous où on parle français. Voilà, forcément. En Suisse, en revanche, en général, on ne travaille pas toute sa vie pour l'État, a priori pour le secteur public, parce que vous avez une conscience, oui, mais vous avez aussi des hypothèques, hein, c'est important de s'en rappeler. Par contre, en revanche, la difficulté, c'est que c'est beaucoup plus difficile de voler de l'argent public quand on travaille dans le privé. Certains y arrivent quand même, hein, attention, mais c'est beaucoup plus difficile, c'est à souligner. Les gens qui intègrent cette école viennent d'horizons distincts. Ça, c'est un des trucs qui m'a le plus intéressé quand on en a parlé. Je trouve ça génial, cette pluridisciplinarité. Ils viennent ici afin d'acquérir des compétences plus professionnalisantes parce que, je cite, ça c'est un de vos professeurs qui m'a dit ça, un diplôme en sciences politiques ou en relations internationales, ça vous rend pas super employable. Et il m'a dit ça en ignorant le fait que j'ai moi-même un bachelor en relations internationales. Et voilà, aujourd'hui je vous parle en tant que saltimbanque, donc manifestement il a raison. Hein, il a complètement raison. Alors, relations internationales, ça se passait à l'UNIGE, hein, c'était à Genève. L'IDEAP, c'est dans une faculté de l'UNIL. On a parlé un peu de ce côté pluridisciplinaire de cette faculté ici. Alors, moi je dis, on est dans un pays où on a un département fédéral où il y a la défense et les sports. Pourquoi pas une faculté avec sciences criminelles et administration publique? Vraiment, tout ça semble cohérent. Moi, je retourne de temps à autre à l'université de Genève pour utiliser les toilettes. Je vous avoue, c'est vrai, c'est aussi ça le service public. Hein. Je trouve qu'ils sont extrêmement bien entretenus. Ce qui a le plus changé, d'après moi, de mon expérience, hein, de mon humble perspective à l'université de Genève, entre ma période là-bas et aujourd'hui, c'est les graffitis dans les toilettes, justement. Parce qu'avant, c'était simple, hein, on connaît tous les classiques, c'est homophobe, c'est antisémite, c'est sexiste. Et aujourd'hui, maintenant, il y a vraiment des pavés avec marqué la politique interventionniste de l'administration Obama en Afghanistan est un exemple de réel politique. Oh là là, c'est vraiment maintenant, on a des tags avec des notes de bas de page, vraiment, et une bibliographie. Je trouve ça extraordinaire. Petite émotion quand même pour moi de revenir dans un bâtiment universitaire aujourd'hui, puisque ça me renvoie à mes premiers jours à l'université. Où, je vous avoue, moi je me rappelle mon premier jour dans le grand amphithéâtre à l'université de Genève, A380, les vrais savent, où j'ai fait une constatation, dès le premier jour, une constatation qui a été déterminante pour le reste de mon parcours académique. Le premier jour dans le grand amphithéâtre, j'ai réalisé « Ah, vous faites pas l'appel en fait !» Et ça a eu une grosse influence sur les années qui ont suivi quand même. Donc voilà, il a fallu se résigner, je suis devenu humoriste. C'est trop tard pour moi maintenant de toute façon. L'IDEAP arrive un peu tard dans ma vie pour une reconversion alors qu'elle est là depuis 40 ans. Monsieur le recteur disait qu'à 40 ans, on commence à avoir mal au dos parfois. Il a eu l'intelligence de choisir cette analogie-là et non pas celle des troubles érectiles. On n'est pas beaucoup dans la salle, je pense, à voir vos têtes, à être plus jeune que l'IDEAP, mais on n'est pas beaucoup a priori, mais je crois qu'on a tous en point commun d'avoir découvert empiriquement ce qui se passe après 30 ans. Je pense qu'on a tous plus que 30 ans dans la salle, je crois, et on sait tous ici qu'à partir de 30 ans, en fait, tu sais que tu es en train de mourir. Hein, c'est ça qui est en train de se passer. La décrépitude s'installe petit à petit. Et il faut faire attention à ces choses-là. Je ne sais pas s'il y en a qui ont profité de la pandémie pour vous remettre en forme un petit peu. Je sais qu'il y a des gens qui ont
Oui, c'est la partie interactive. Là, il y a une moue un peu pleine de culpabilité, je te vois derrière la caméra. Non, mais moi, je suis comme toi. Hein. Le seul truc où j'ai progressé physiologiquement pendant la pandémie, c'est mon seuil de tolérance au cannabis. Vraiment. C'est pas tellement. Je sais pas s'il y a un chef de l'administration policière ou quelque chose dans la salle. Quand je fais allusion au fait que je fume du cannabis, c'est des blagues, évidemment. Il n'y a pas de problème. Je suis dans un état de méforme très grave. Je ne sais pas où vous en êtes, vous. Ça vous arrive parfois de choper des crampes en enlevant vos chaussures? Ok, c'est que moi, manifestement. Pendant les 20 premières années de ma vie, je me suis jamais fait mal au foot. Maintenant, des fois, je me fais mal en allant au foot, vraiment. Et donc tout ça me ramène à l'inexorabilité de ma disparition. Ça me renvoie à mon enfance. Et Madame la conseillère d'État, Celsa Amara... Ah oui, moi non plus, j'ai pas fait toutes les formules de politesse au début avec tous les titres. Je sais que la moitié des raisons pour lesquelles vous avez été élu, c'est qu'on mentionne vos titres honorifiques en début des discours de chacun. Mais ouais, navré pour ça. Mais Madame la conseillère d'État, Celsa Amara, nous parlait d'environnement tout à l'heure. C'est vrai que c'est pour les enfants qu'on fait tout ça, en fait, qu'on est en train d'essayer d'améliorer les choses. Parce qu'il y a des choses à améliorer. Je comparais à la France tout à l'heure. Je disais qu'on est quand même une petite bulle de paradis par rapport à certains endroits. Mais il y a quand même moyen de faire mieux. Hein. On nous dit toujours, c'est un truc qu'on apprend quand on est petit, ça, qu'il y a toujours pire ailleurs. Vous savez, on veut pas finir son assiette et on te dit « Ah, mais fini, parce qu'il y a plein d'enfants en Afrique qui rêveraient de... » Et toi, t'es là... Je sais, mais en même temps, t'as mis trop de vin blanc dans ton risotto, Chantal. Voilà. Donc chacun sa merde. Et effectivement, il y a des choses à améliorer en Suisse, notamment en termes d'environnement. On prépare le futur pour les enfants. Il y a un truc que j'aimerais évoquer là-dessus, parce qu'on parle beaucoup d'infrastructures, de choses comme ça, plein de choses qui sont faites au niveau gouvernemental à différentes échelles pour que la Suisse soit une meilleure élève en la matière. On pourrait manger moins de viande aussi. On pourrait manger moins de viande, ça vous êtes tous au courant, je ne vous apprends rien. Par applaudissement, dernier moment interactif de mon intervention. Par applaudissement, qui mange pas de viande dans la salle? Voilà. Vous êtes 4. C'est incroyable. Alors que pourtant, on le sait tous. Hein, le monde se porterait mieux si on mangeait moins de viande. Je sais pas. Mais et vous êtes en plus, vous êtes politicienne. Vous êtes un peu prosélyte avec ça. J'imagine, madame, il y en a qui veulent que j'explique prosélyte comme mot, peut-être. Vous faites de la propagande autour de vous par rapport à... Non, pas du tout, c'est vrai. Parce qu'il y a une époque, c'était à la mode, il y avait des gens qui m'envoyaient, moi, des vidéos, vous savez, d'abattoirs avec des petits veaux qui se font égorger. Il faut leur expliquer, moi, ça me donne faim, en fait. C'est vraiment contre-productif. Je viens d'une famille très carnassière, c'est vrai. Et pourtant, comme vous... Alors, nous, c'est plus le poulet que la viande rouge. Moi, vraiment, le poulet rôti... Avec un poulet rôti, je suis comme Forrest Gump avec un fusil. Je peux le démonter et le remonter en moins de 40 secondes et il remarche derrière. Nous, aux anniversaires dans ma fratrie, on n'avait pas des gâteaux, on avait des poulets rôtis avec les bougies dessus. Vraiment, on était très très fans. Et pourtant, comme vous, je sais que l'élevage, c'est mauvais, quoi. L'élevage, donc l'action de faire pousser de la viande, c'est une des industries c'est l'industrie qui consomme le plus d'eau à travers le monde. C'est la deuxième industrie qui en pollue le plus. L'élevage, c'est 80% de la déforestation amazonienne. L'élevage, ça correspond à plus de gaz à effet de serre que l'ensemble des transports à travers le globe. Et qu'on soit bien clair, moi, je vais pas arrêter. Mais je me dis que si ce soir, j'arrive à vous convaincre, vous tous, ça compense largement le fait que moi, je continue. Donc pensez-y, faites un geste pour la planète. Et enfin, alors que je crois que j'ai dépassé mon temps, j'ai complètement dépassé mon temps. Oui, un petit peu, il faut qu'on y aille un petit peu, on a un autre spectacle après. Non mais puisqu'on fait ça pour les enfants, et je pense que la plupart d'entre vous, enfin il y en a quand même beaucoup qui doivent en avoir, vu la colorimétrie capillaire qu'il y a dans la salle. Par applaudissement, qu'il y a des enfants dans la salle? Qui a des enfants dans la salle par applaudissement? Ouais. Votre temps de réaction en dit long. On vous sent fatigué. On vous sent Là, dans l'énergie, c'était un peu oui, mais je venais pour oublier quand même un peu. Je pense qu'il faut qu'on rende le monde meilleur, qu'on rende la Suisse meilleure, qu'on rende par la force des choses l'administration, les politiques meilleures pour nos enfants. Mais il ne faut pas non plus qu'on mette les enfants sur un piédestal, parce qu'on a trop tendance à le faire, je trouve. Moi, j'ai pas d'enfants, j'ai des neveux que je garde régulièrement et qui m'encouragent à ne pas avoir d'enfants. Mais je trouve, comment vous dire, moi, quand un de mes neveux, il faut pas les mettre sur un piédestal. Moi, du coup, quand un de mes neveux me dit quelque chose comme moi, plus tard, quand on serait grand, je vais être astronaute. Et mon frère, c'est son devoir en tant que père de dire à son fils, tu sais quoi, si tu travailles dur et que tu y crois vraiment, dans la vie, tu peux accomplir n'importe quoi. Mais je pense aussi que c'est mon devoir, en tant qu'oncle, de leur dire
prévois un plan B quand même. Non mais administration publique, c'est bien aussi, tu sais. Merci beaucoup, passez une très bonne soirée. Merci à Charles Nouveau pour ses propos rafraîchissants, décalés pour certains. Et à propos de rafraîchissement, il est l'heure de clore cette partie officielle. En tout cas, l'heure de clore approche. Mais avant ça, j'aimerais que nous découvrions rapidement, ensemble, le contenu du sachet qui vous a été remis à votre arrivée. La première des choses que vous allez y trouver, c'est cette carte qui réunit ou qui résume les missions de l'IDEAP et de ses membres. C'est une manière pour nous de réaffirmer que la mission qui a prévalu au cours des 40 premières années continue et qu'elle reste d'actualité pour les années à venir. La réponse aux enjeux sociétaux requiert une administration publique, un secteur public innovant, capable de constamment repenser sa manière d'agir. Y contribuer est notre raison d'être. Nous offrons aux responsables du secteur public des formations accréditées, une recherche de pointe, des expertises étayées et des avis éclairés. Notre institut cultive une approche interdisciplinaire orientée vers la satisfaction des besoins de nos parties prenantes, au niveau local, national et international. Au cœur de l'action publique. La deuxième chose que vous allez découvrir dans le sachet, c'est la plus épaisse, c'est la plus lourde. C'est l'ouvrage collectif des membres de l'IDEAP, un ouvrage qui célèbre les vertus de la Swiss Public Administration, une administration publique qui permet à l'État de contribuer au succès de notre pays, à l'évidence, mieux contribuer que l'administration française. Et d'une certaine manière, cet ouvrage fait suite au manuel d'administration publique en français et en allemand, dont les deux versions sont presque épuisées. Et nous sommes en mesure ce soir de vous annoncer que la descendance est assurée sous la forme du modèle IDEAP de l'administration publique en Suisse. Ce modèle, c'est un effort collectif de tous les professeurs de l'IDEAP pour articuler les différentes dimensions, les principales dimensions, les principaux défis, les principaux enjeux de l'administration publique et de les articuler dans une structure qui se veut cohérente. C'est une manière pour nous aussi de montrer que à l'IDEAP, l'effort d'interdisciplinarité n'est pas une lettre morte. Troisième élément dans le sachet, et ça nous ramène à ce qui a été dit dans le cadre de la table ronde, c'est le premier numéro de la IDEAP Policy Brief. Donc, c'est une publication qui est destinée à sortir 3 à 4 fois par année afin de diffuser auprès des décideurs et décideuses politiques qui se donneront la peine de la lire, quoique les articles sont très brefs et donc sont rapidement lus, qui apportent à ces personnes des éléments qui peuvent faire l'objet d'une transposition de la science vers la pratique, parce que c'est à nouveau la vocation de notre institut d'être ce pont entre la science et la pratique de l'administration publique. Vous allez aussi trouver dans ce sachet, ou plutôt j'y viens tout à l'heure, vous avez un autre élément qui fait le pont entre la science et l'administration publique, c'est les conférences qui sont organisées régulièrement à l'IDEAP, et je suis en mesure, ou nous sommes en mesure ce soir, de vous annoncer le cycle de conférences que nous avons prévues, que nous allons mettre sur pied pour le 40e anniversaire de l'IDEAP qui aura lieu dans le courant de l'année 2022, et vous serez tenus au courant des dates de ces conférences et de leur thématique. Je viens au dernier élément qui est à découvrir dans le sachet, c'est le guide de l'exposition qui a été organisé pour ancrer, pour imprimer physiquement dans nos murs la marque de cet anniversaire et pour illustrer quelques-unes des facettes de l'IDEAP et de l'administration publique, cela en faisant appel à des artistes locaux.
Nous avons ainsi lancé le défi à Catherine Leutenegger, à la photographe Catherine Leutenegger, de révéler en 12 images les diverses activités de l'IDEAP au cours des dernières années. Et sa série, qu'elle a intitulée Undae, pas privilégié, vous allez pouvoir vous en rendre compte en la visitant, un langage alternatif à celui des images qui sont parfois convenues, illustratives et convenues. Les images vont vous montrer qu'elles suggèrent plutôt qu'elles ne décrivent ce qu'est l'administration publique, ce qu'est l'apport de l'IDEAP à l'administration publique, parfois de manière même métaphorique. L'exposition se poursuit à travers presque 100 visages, les 100 visages qui vous ont accueilli à l'entrée, à votre arrivée dans le bâtiment. C'est une multitude de portraits réalisés par Philippe Pontes et qui ont été animés par la suite sur écran dans un morphing vidéo par Mina Denuncio. Vous pouvez voir ce morphing sur l'écran à la sortie. Des portraits de collaboratrices et de collaborateurs, d'étudiantes et d'étudiants, de diplômés et de diplômés, de professeurs, un mur au sans faciès qui illustre ou qui montre à quel point la vie, la présence des membres de l'IDEAP est importante pour que cet institut et ce bâtiment éponyme soient animés d'une vie. Et j'espère qu'après que le ralentissement, pour dire la moindre des choses, lié au Covid sera passé, eh bien cette vie reviendra pleinement dans ces murs. Et c'est pour moi, ce mur au sans faciès, aussi l'occasion et le moment de remercier plus personnellement les membres du comité d'organisation de ce jubilé, mon collègue et précédent directeur de l'IDEAP, le professeur Andreas Ladner, notre adjointe de direction, Doua Steiner, notre chargée de communication digitale, Charlotte Geng, notre coordinatrice des événements, Valérie Amarca, et notre technicien en audiovisuel en régie, David Anonzo. Nos remerciements s'adressent aussi à la direction de notre université, au décanat de la faculté, aux services centraux de l'université, notamment Unibat et Unicom, qui nous ont toujours soutenus dans cette organisation, toujours et de manière indéfectible. La suite de l'exposition nous emmène dans l'administration publique aux quatre coins du monde, à travers l'objectif de Jan Banning. Jan Banning est un photographe néerlandais qui a effectué un reportage sur commande dans l'administration mozambicaine, c'était en 2002, et qui a commencé ainsi à s'intéresser aux rituels du pouvoir administratif, du pouvoir bureaucratique. Et l'idée lui est venue de réaliser un travail à long terme, et cela dans une bonne dizaine de pays. Il constate, je cite, « Quel que soit le pays, les fonctionnaires ont toujours à cœur de se mettre en scène et de multiplier les signes visibles de leur pouvoir. » L'IDEAP a fait l'acquisition, c'était sous la houlette d'un de ses anciens directeurs, Martial Paquier, d'une série de photographies tirées de cette œuvre. Et cette série est exposée ici, disponible au public. Cette œuvre fait également l'objet d'un ouvrage photographique que j'ai pris avec moi et que j'aurai le plaisir de remettre aux intervenants de ce soir à l'issue de cette cérémonie pour les remercier de leur amitié, de leur présence et de leurs propos. L'exposition et la partie officielle de cette manifestation s'achève maintenant avec une transition vers le numérique et la réalité augmentée. Les deux designers multimédia, Caroline Butet et Tom Zamba, ont augmenté les bureaucrates de Jan Banning pour les libérer de leur aspect figé. Et donc, je vous invite à dégainer votre téléphone portable, si ce n'est pas déjà fait, et à scanner le QR code. Vous allez voir s'animer l'une ou l'autre image, et puis vous allez aussi voir des zones jaunâtres apparaître. Ce n'est pas votre écran qui est en train de vous lâcher, ce sont des zones sur lesquelles vous pouvez tapoter, et puis à travers ce tapotement, vous allez accéder à la petite histoire, à la petite vie de ces bureaucrates, mais aussi, dans d'autres zones, à la petite histoire de l'IDEAP. Et si vous voulez davantage d'anecdotes, eh bien, vous pouvez aller voir
la série de Ian Banning, la série augmentée de Ian Banning, qui est ici à l'arrière de la salle, à l'extérieur de la salle. Au-delà de l'invitation à dégainer votre téléphone portable, je vous invite maintenant à passer à l'apéritif et ensuite, pour les personnes qui restent avec nous, au repas qui suivra. L'apéritif a lieu juste à l'extérieur de cette salle et le repas aura lieu en face dans le bâtiment Le Géopolis. Merci encore à tous et à toutes d'être venus ce soir au rendez-vous et bonne continuation.